Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 592 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, la suite de nos bilans, évidemment, avec cette fois-ci le bilan du Miami Heat en compagnie de Simon de Inside Basket, le podcast Inside Hoop et de Miami Heat France pour décortiquer ce Heat 2026. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan 2026, cette fois-ci du Miami Heat. Et pour cela, on reçoit quelqu'un qui va essayer, on ne sait pas s'il va y arriver, mais il va essayer de se retenir de parler de Giannis, parce que ça ne fait pas partie du bilan 2026. C'est Simon, comment ça va, Simon ? Salut, ça va et toi ? Bah ça va, mais j'ai failli te lancer en disant aussi, première fois depuis X étés que enfin la superstar a été reçue par Miami. C'est la première étape. Première étape est faite. Maintenant, la construction autour, on en reparlera, mais c'est déjà une bonne chose de faite en tout cas. Est-ce qu'il y a quand même un peu un regret de ne pas avoir LeBron ou pas ? Ouais, je pense un petit peu quand même. À mon avis, oui, parce que déjà la belle histoire, je pense que ça aurait été hyper bien à côté de Giannis, justement, en termes de création. Mais après, si tu me demandes en tant que franchise de Miami, je pense que les gars sont un peu dingues qu'ils soient pas venus. Moi, en tant que fan, ça aurait été une belle histoire, mais je comprends complètement son choix d'aller à Philly. Je veux dire, on est moins fort, je pense, même si on a probablement le meilleur joueur. Mais je peux comprendre que le projet Miami lui fasse pas envie sur ces 2 dernières années de carrière, ou en tout cas sur la fin de sa carrière. Tu avais connu, toi, la période LeBron premier passage, enfin, seul passage à Miami, du coup. Ouais, moi c'est fin 2011. J'étais pas encore trop dedans finale contre Dallas. C'est seulement l'année d'après où je suis vraiment à fond. Donc, Alors ça, c'est particulier. Tomber amoureux du Heat et devenir fan du Heat après les finales 2011, c'est vrai que c'est ouais. Non, mais je pense que j'ai bien aimé, je sais plus exactement, c'était en mars, c'était un match contre Derrick Rose, je me rappelle, le premier match que j'ai vu. Ah oui. Mais j'ai mis enfin, c'est pas du jour au lendemain où je me suis dit, ouais, vas-y, il faut que je regarde tous les matchs de Miami, etc. Tu vois, c'était vraiment, je découvre un peu la ligue, le phénomène, je comprenais pas trop, j'essayais de comprendre les conférences, etc. Et finalement, c'est à partir de l'été suivant, donc j'ai vu qu'ils avaient perdu, mais genre, je comprenais rien encore. Donc. C'est pas le match où qui est à Miami avec un driving kick money time pour un 3 points de Lou Holding dans le corner, un truc comme ça. Mais les matchs entre Miami et Chicago étaient pas malins à cette époque. Mais je sais qu'on perd le match. Moi, j'ai tendance, j'ai tendance à aimer celui qui perd et d'arriver genre un peu après la guerre, tu vois, genre. Mais c'est. Ouais, bon après tu dis ça, mais t'es quand même devenu fan de Miami version LeBron James, quoi. T'es pas devenu fan non plus de. Non, en fait, c'est parce que j'avais un autre exemple en tête d'un autre sport où j'arrive après la guerre du truc, où je tombe amoureux d'un mec qui perd en finale. Et. Ah, c'est quoi ? Tu vois, genre, ouais, mais je sais pas si c'est. Tu sais, comme les fléchettes ont explosé ces derniers temps. Ouais. Et moi, à l'époque, je vois c'est la vidéo qui a le plus tourné quand Michael Wangerwen, il perd en finale contre Michael Smith. Où ils font une action de fou, et moi je dis, wow, Michael Wangerwen, c'est un perdant, mais j'aime bien. Je regarde, après je vois la carrière, le gars, ça fait 15 ans, c'est le meilleur joueur du monde, et maintenant il est en train de décliner. Putain, je peux pas tomber amoureux du mec, enfin, amoureux entre guillemets, sportivement, je parle, du gars qui est tout jeune, 19 ans, là, Hitler, qui est trop fort. Il faut que j'aime celui qui est en fin de carrière, quoi, mais bon. Bon, évidemment, Simon qui est déjà venu sur le Basket Lab, Simon de Inside Basket et le podcast Inside the Hoop, surtout, et aussi de Miami Heat Fra, je crois, c'est ça, vous, le handle Twitter. Je suppose que, bon, là, en période de vacances, pas grand-chose, évidemment, mais le contenu sur les 2 podcasts, notamment peut-être côté Giannis à Miami, va recommencer. Ouais, on va voir, on est en train de discuter avec les gars ce que devient la chaîne au futur. Donc on va voir, le compte Twitter sera toujours actif, on va faire des analyses, des trucs voilà, comme je te disais un peu en off, préparer un peu, voir le calendrier qui vient de sortir hier, et puis des trucs comme ça. Donc voilà, on verra pour la saison, à voir avec l'équipe aussi comment elle reste, parce que c'est vrai qu'en ce moment ça a été un peu compliqué dans notre affection pour le Heat de Miami, mais malgré tout voilà. Et puis Inside the Hoop, l'actu qui va reprendre, et les podcasts qui vont reprendre pour la saison 2027. Bon, et puis évidemment, je pense que on s'attend aussi à un bilan 2027 l'été prochain, peut-être à dose de Giannis, c'est un peu plus encourageant sans doute. Hein, mais en vrai, on en rigole, mais c'est vrai que c'était quand même comment dire, la blague depuis quelques étés de mince, Miami n'arrive jamais à mettre la main sur sa star, quoi. C'est quoi, depuis Lillard 2023 ou au moins, où chaque été on se dit mince, qu'est-ce qui se passe, même avant encore. Hein. Moi je sais plus, en fait il y a eu tellement de vannes, hein, des Kyrie, des Harden,
Harden, je sais plus si c'était avant ou après Lillard, mais Ah oui, Harden peut-être en 2020, ouais. T'as raison, quand il veut partir de Houston, je crois que ouais, il me Miami est semble qu'il y peut-être avait sur un le coup truc comme déjà, ça. ouais. Mais bon. Après, il y a plein de fois où c'est arrivé où vraiment on n'a pas fait ce qu'il fallait, et puis il y a plein de fois où en fait on pouvait juste pas faire ce qu'il fallait, quoi. Parce que typiquement Harden, moi je me souviien que les gars ils disaient ouais, Miami ils veulent pas lâcher Tyler Hero. Oui, peut-être, mais en fait c'est juste qu'on pouvait pas faire le trade, quoi. Les autres ils avaient un meilleur pack que nous, donc quel est le vrai du faux là-dedans, on saura jamais vraiment. Oui. Bah, d'ailleurs, je crois que potentiellement les Rockets peuvent avoir le first pick 2027, tu vois, pour la draft qui arrive, mais qui provient des Nets. Hein, donc Ouais. voilà, effectivement. Ouais. Est-ce que vous aviez autant à offrir, vous? Je suis pas sûr. Ah non, bah ça c'est sûr. Bref, donc le format tu le connais, mais je peux quand même le rappeler, ce format des bilans 2026, donc on fait le bilan équipe par équipe à travers 10 stats ou 10 points clés, on peut aussi le dire comme ça, donc soit des stats intéressantes en elles-mêmes, et il y en a pas mal à Miami, soit sinon des stats un peu prétexte, bien sûr, pour parler de plein de petits sujets pêle-mêle à propos donc aujourd'hui du Miami Heat. Et donc, sans plus tarder, je peux te lancer directement. Quelle est ta première stat du jour à nous présenter pour ce Miami Heat 2026? Alors je tiens juste à dire que ma deuxième stat, je prends le risque de la mettre en deuxième parce que tu vas peut-être l'avoir en première, toi, mais je prends le risque quand même parce que je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur. Mais bon, on verra après. Non, ma première stat, symboliquement, j'étais obligé de commencer par ça. C'est 83. Ouais. Et tu sais très bien pourquoi. Les fautes de Khalil Ware pendant un carton. Non. Le nombre de minutes passées sur le banc par semaine de Khalil Ware. Non, c'était les 83 points de Bam parce que je pense que c'est peut-être la seule vraie éclaircie qu'on a dans la saison, c'est ça. Et tu verras, tu seras content de moi. J'ai fait énormément de stats positifs cette année. D'habitude, je suis très négatif, mais je me suis focus sur le positif. Mais malgré tout, c'était une saison un peu à vivre en tant que fan, un peu vraiment moyenne en fait. Tu vois, il y avait rien qui ressortait. Et cette nuit-là, en fait, c'est l'explosion improbable. Je pense peut-être la nuit la plus improbable de l'histoire de la NBA pour un joueur. Et c'est quoi le record, hein? C'est le deuxième plus haut score de la D-League, non? De l'histoire de la D-League? De la D-League, exactement. C'était en plein été, en plein mois de juillet. Non, mais c'est dommage que ça n'ait pas été fait contre une équipe NBA, c'est juste ça, quoi, évidemment. Ouais, ça, comme je te dis, j'ai eu beaucoup de temps sur ces 2 jours qui ont suivi cette performance sur les réseaux, etc., à débattre, à discuter avec les gens. J'ai pas trop aimé globalement. Non, j'ai plutôt aimé globalement les réactions des joueurs. Moi, il y en a qu'une qui m'a vraiment dérangé, c'est celle d'Ime Udoka. Mais sinon, les autres, tu vois, même JJ Redick qui dit il faut que je vois les images, mais bon, c'est fantastique ce qu'il fait. Qui voit les images, je comprends, parce qu'en fait, tout le monde les a vues, les images, tout le monde devrait avoir une analyse objective de ce match-là, et je pense que les gens se sont un peu plantés sur une analyse de ce game, ou plutôt ont juste vu la ligne de stats et ont fait une analyse là-dessus, ce qui arrive trop souvent, malheureusement. Mais toutes les réactions ont été quand même plutôt honnêtes et puis correctes, voire très positifs. Il y a juste Ime Udoka qui pour moi a réagi de manière stupide, mais ça. Attends, rappelle ce qu'il a dit parce que là, même moi, je t'avoue, j'ai pas en tête. Non, mais Ime Udoka, il a dit de toute façon, il a mis juste 7-3 points, et puis bon, il a mis 40 lancés, vous savez, donc c'est plus facile comme ça. Et puis vous savez, en face, c'est les Wizards, donc, sous-entendu, est-ce que c'est une vraie équipe de basket NBA? Mince, ce que je viens de dire moi, alors c'est ça. Non, mais en fait, non, mais on est plutôt d'accord sur le truc, et puis quand on voit après les circonstances du match, on comprend ça. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'Ime Udoka, il dit ça, tu sens la frustration du mec, parce que la semaine dernière, il joue contre Washington, il gagne que de 6. Tu vois, donc en fait, si c'est pas une bonne équipe NBA, pourquoi tu galères à gagner avec ton équipe de Houston? Tu vois, et puis, ça fait un peu le sentiment de frustré du mec qui vit une saison un peu de merde du côté de Houston. Donc, moi, il y a juste celle-ci que j'ai pas trop aimé. Tous les autres ont été vraiment... puis même que tu analyses la performance en disant qu'à la fin, c'était un peu le cirque Pinder, fondamentalement, c'est vrai. En fait, pour moi, c'est pas le cas jusque début 4e, voire milieu 4e. Mais après, la fin, c'est n'importe quoi. Mais ça... Est-ce que par hasard, tu étais pas très fan de Udoka avant sa déclaration déjà, ou pas? Peut-être. Peut-être de Boston de l'époque. Mais... Je sais pas, moi je dis ça comme ça, mais la rivalité Boston-Miami, ou d'autres trucs, hein, je ne sais pas. Oui, c'est possible aussi. Là où je peux te rejoindre, à la limite, c'est qu'il y a un côté où
que nous, aux commentateurs extérieurs, on en parle, c'est bon, voilà, mais peut-être un acteur, je comprends que ça puisse un peu plus déranger, on va dire. Après, j'avoue que moi, dans le fond, je suis quand même un peu d'accord avec lui, mais alors, on peut en parler, C'est vrai que c'était quand même l'événement de la saison, côté Miami. Ah oui, ça, alors, j'aime bien parce que tu commences en disant, tu vas voir, j'ai beaucoup de stats positives. Tu commences en disant, bon, je vais parler d'un match qui était la seule éclaircie de la saison. Non, mais c'est pour ça que je te dis que dans une saison qu'on n'a pas, en tant que fan NBA, on n'a pas hyper bien vécu le truc. Non pas que genre on était boucline ou quoi, c'est pas ce qu'on dit. Hein. C'est juste qu'on s'est rarement levé le matin, on a rarement regardé un match, on s'est dit waouh, c'était trop cool. Peut-être après l'excitation du début de saison, dont on parlera après, on est peut-être redescendu un peu. Mais cette nuit-là, elle a été l'étoile quoi, dans un ciel un peu sombre quoi. J'aime bien le côté. Je vais parler de beaucoup de positifs, mais finalement, en fait, à part ce match, tout est nul, quoi. Non, mais ce qui est fou, c'est que j'ai trouvé plein de positifs. Après, tu vas voir, c'est ça qui est dingue. Bon, on va en parler. Ouais. Alors, non, mais alors pour ce match, c'est vrai qu'il y a un côté tout de même où ça fait grand bruit. Ouais. J'avoue que moi, il y a un aspect très très simple qui est que. Alors, c'est peut-être que moi, mais en fait, ça a la valeur qu'on veut bien lui donner. Et je veux dire, s'il y a des gens qui veulent donner une importance énorme à ce match à 83 points, à la limite, tant mieux, et il n'y a pas de problème. Moi, j'avoue que de mon côté, je pense qu'un match à 40 points contre une top défense de playoff de BAM m'impressionne ou m'impressionnerait plus qu'un match comme ça de régulière. Après, cela dit, tu vois, on dit ça, et pourtant, on pourra porter le contre-argument de oui, mais si c'était si facile, tout le monde le ferait, comme dirait un grand poète. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas tous les jours à ce point des matchs à 83 points, alors que les Wizards de nul, c'est toute la saison. En plus, cette saison, on a eu 10 équipes de tanking sur 30, donc pourquoi est-ce que c'est pas arrivé plus souvent? Il y a ça aussi. Mais ce qu'il faut aussi retenir, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve qu'on l'a quand même beaucoup souligné, et à raison, le fait que c'était pas une performance qui était totalement organique, dans le sens où on lui donnait beaucoup de ballons, etc. Mais j'ai envie de dire, quand tu reprends un peu toutes les performances un peu à méga scoring, en fait, mécaniquement, elles sont toutes non organiques en un sens. Alors, j'étais pas là pour le match à 100 points de Wilt, hein, mais tu vois, souviens-toi les 70 de Devin Booker. C'est un peu scandaleux sur le côté. C'est scandaleux. C'est un jugement, mais en tout cas, c'était aussi pareil, pas très organique. C'était pas dans le jeu. Allez, tiens, prendre plein de ballons, vite, on fait gonfler le total. Et je pense que c'est le cas pour toutes les énormes performances de scoring où il n'y a pas ce côté organique. Donc, je peux entendre la critique aussi de ce point de vue-là, mais on va dire que empiriquement, toutes les méga perfs se ressemblent un peu là-dessus. Donc après, tu vois, je suis un peu sur tous les tableaux, quoi. J'avoue que moi, je suis un peu. Bien sûr. La perf, si j'ai pas envie non plus, tu vois, de priver un fan de 12 ans ou de 15 ans qui dit waouh, 83 points, on n'a jamais vu ça. Je veux dire, on va pas lui enlever le plaisir de dire on a vu un truc historique parce que techniquement, c'était un peu vrai. Après, sur la partie plus analyse, et pas spectacle, et pas émotion, et pas histoire, mais sur la partie analyse, c'est vrai que moi, j'ai jamais. Tu vois, mais je parle de ce match-là, mais même parfois des matchs à 60 points de Kyrie Irving contre je sais pas quelle mauvaise défense. Bon, on s'en fout un peu, quoi, mais c'est pareil, l'analyse peut-être et le côté spectacle et histoire et émotion qui est important tout de même. Hein. C'est pas pour dire que l'un est moins important que l'autre, mais c'est un peu les deux, en fait, j'ai envie de dire. En fait, je suis complètement d'accord avec toi. Et à l'époque, quand on avait fait tes épisodes du Basket Lab sur le bilan un peu de ce match-là où tu en avais parlé, j'étais aussi d'accord sur cette analyse-là. C'est juste que, est-ce que c'est un reflet sociétal? Je sais pas. Il faut absolument qu'il y ait un extrême ou l'autre. Soit, oh là là, c'est 83 points, c'est un truc de malade mental, etc. Soit, non, de toute façon, c'était bizarre, c'était nul à chier comme performance, etc., etc. Je pense qu'en fait, c'est juste un milieu à trouver. Effectivement, toute performance de ce type-là, t'as des choses qui ne vont pas dedans. Et moi, je les ai listées, je me les suis notées, etc. Il faut énormément de circonstances pour qu'un truc comme ça arrive. De toute façon, t'as pas d'autre choix, en fait. À l'époque de Kobe, quand il met les 83 points, Toronto, ils étaient nuls, il y avait personne autour, etc. C'est que comme ça que ça marche. Et puis, il te faut un soir de fou. Là, déjà, ce qu'il faut pas oublier, c'est que même s'il met 83 et que en termes de pourcentage à la fin, c'est pas non plus dingo, s'il peut aller et arriver à ce truc-là, c'est parce qu'il commence de manière complètement dingo. Bam, premier quart, il est à 31 points. 5 sur 8 à 3 points. Déjà là, tu te dis, bam, c'est 5 sur 8 à 3 points, ça n'existe pas. Déjà, à la fin du premier quart, tu dois te dire, c'est pas quelque chose qui devrait arriver normalement. Oui, en fait, tu veux dire que le côté non organique de la fin, où tiens, prends les ballons, on fait gonfler la perf, n'existe pas si de base, il n'y a pas un espèce de surchauffe au début et qui, elle, est organique. Et en fait, voilà, je vais peut-être faire un petit monologue là, mais je vais expliquer aux gens un peu plein de choses qui font que tu arrives à cette position finale-là, que les gens vont généraliser. Ou c'était, à la fin des 5 dernières minutes, c'était le cirque. Mais tout le monde l'a vu, ça. Sauf que le match en global n'est pas ça. Donc, comme je disais,
juste je fais le déroulement du match. Premier quart-temps, il met 31 points, 10 sur 16 au tir, 5 sur 8 à 3 points. Donc déjà, tu te dis, bon, voilà, il prend un carton-feu. C'est pas non plus Klay Thompson à l'époque, là, mais complètement fou. Deuxième quart, il met 12 points de plus, parce qu'il y a la période où il sort, où il est sur le banc, il se repose un petit peu. 12 points de plus, 3 sur 8 au tir, mais bon, il agresse bien au lancer, 6 sur 7. Ça veut dire, à la mi-temps, il est déjà à 43 points. Donc déjà, là, il est au niveau de son record. Bon, tu te dis, le gars, voilà, c'est un match, il n'y a pas forcément grand-chose à jouer, il va continuer. Et puis, troisième quart, alors effectivement, il est à 4 sur 11 au tir, mais dans l'agressivité, il est à 10 sur 13 au lancer, et il est à 19 points. Et là, c'est la période un peu bâtard du match, pardonnez-moi l'expression, mais c'est pour dire que c'est là où tout bascule, parce que c'est là où la variable coach rentre en compte. Là, c'est Spoelstra qui se dit, on est dans une soirée où le match va probablement être gagné, je vais le laisser sur le terrain pour qu'il aille chercher quelque chose d'individuel. Parce que la première variable, elle est là. Le match, il était gagné, même s'ils reviennent un peu sur la fin. Spo, il peut très bien dire, t'es trop important pour nous cette saison, tu sors, voilà, t'as battu ton record à toi. Mais t'as le côté aussi, record de Miami. 61 de LeBron. Donc, il va commencer à forcer un petit peu, effectivement, pour y aller. Malgré tout, ça reste respectable. Ce qu'il fait, il est pas hyper en réussite, mais il est aux alentours de 40%, etc. Et une fois que t'as passé LeBron, là, tu te dis, de toute façon, maintenant, je suis sur la lancée, on essaie d'aller jusqu'au bout. Et en fait, c'est les petites étapes dans le match qui font que tu arrives sur cette finalité-là, qui à la fin, vu que tu es si proche des 81 de Kobe, tu forces pour y aller. Mais là, vraiment, tu forces à fond, quoi. Tu as tes coéquipiers qui te passent là-bas tout le temps, tu as les autres qui font faute pour t'empêcher de tirer, mais du coup, vu qu'ils font faute, tu as les lancers. Et c'est pour ça qu'il arrive à ce record all-time, je crois c'est un record NBA d'ailleurs, de lancer tenter et lancer rentrer dans un match. Et au niveau des variables, donc qui font que tout peut se passer dans cette chose-là, dans cette manière-là, c'est déjà Spoelstra qui le laisse sur le terrain. Et ça, il l'a dit, le coach, il m'a dit, c'est bon, tu peux rester sur le terrain, je te laisse, il n'y a pas de problème. Aussi, chose très importante, il n'y a aucun coéquipier correct qui est disponible ce soir-là. Hero, il est blessé, Jovic, il n'est pas là, donc ça veut dire quelqu'un de moins à l'intérieur. Pareil pour Wear, Powell, il est blessé, et Wiggins, il est blessé. Donc, à partir du moment où ton meilleur coéquipier... c'est Mitchell ou Jaren Jackson, à la limite, en fait, il faut qu'ils prennent plus de tirs, plus de responsabilités. Donc, il y a ça aussi. Troisième chose, Washington, il n'y a pas de défenseur en face, excepté Sarr, d'ailleurs, qui fait un excellent premier quart-temps, mais il chope des fautes hyper vite, et après, tes défenseurs, c'est Vukcevic et Gill. Avec tout le respect que j'ai pour eux, même Bam Adebayo, ils peuvent pas le descendre. Donc, il y a ça aussi. Lui disait qu'en plus, il voulait absolument faire une grosse perf parce que c'est une des premières fois que ça arrive qu'il y avait sa maman et sa chérie dans la salle. Bon, ça, c'est pour la petite histoire, etc. Et puis voilà, comme je te dis, il y a énormément de choses qui font que c'était le soir où il fallait que ça arrive et que sur n'importe quel autre soir de l'année, ça le passe pas. C'est pas possible, en fait. Et c'est une chose qu'on reverra plus, de toute façon. Parce qu'il y aura plus toutes ces circonstances-là au même moment. Après ça, c'est effectivement, peut-être on le refera peut-être d'ici 20 ans, je sais pas, 15 ans, ou on sait pas. Mais après, faut dire aussi que le contexte NBA va aussi vers plus d'attaques, et par là j'entends l'écosystème NBA, le terrain est plus ouvert, les fautes sont plus facilement sifflées, entre guillemets, plus de liberté aux porteurs de balles. Donc en vrai, tu vois, c'est là aussi où je pense qu'en un sens, je crois que je l'avais dit en plus une semaine avant que Bam fasse sa perf, on avait parlé de ça, parce que c'était le mois de mars, il fait ça au mois de mars en plus, c'est le mois de Wilt, Wilt en 62, il fait son mois de mars complètement fou, et je crois que c'est 100 points, c'est le 2 mars ou le 6 mars, je sais plus. Ouais, je crois que c'est le 2, ouais. Voilà, donc c'est totalement, c'est le clin d'œil du destin. Mais voilà, est-ce qu'on le reverra ? Ça, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut nuancer sur le côté analyse ? Oui. Est-ce que ça veut dire pour autant que c'est totalement volé ? Non. Donc après c'est une question de trouver le juste milieu, mais sur le côté... je sais pas si c'est social, je pense que c'est juste humain. Il y a un avis. Si certains vont un peu plus à droite du curseur, du coup ceux qui sont un peu à gauche disent non, il faut réagir. Enfin, du coup ça se polarise très vite, alors que de base peut-être que juste on est à peu près tous d'accord avec la distance et de base pas si loin que ça, mais bon après c'est vrai que c'était l'événement de la saison, on va dire, avec ça. Et en plus là où c'est marrant, c'est que ça tombe sur un mec. Enfin c'est un mec qui est pas du tout un gros scoreur d'habitude. C'est ça là où c'est rigolo, tu vois. C'est même pas Trion, c'est pas Luka Doncic, ça tombe sur un mec qui fait 43 lancers sur le match. Je crois que ça correspond à 3 années en carrière de Ayton sur les lancers francs tentés, tu vois. 43 sur le match, Ayton n'a jamais fait ça, évidemment, sur toute une saison. Mais non, mais il fallait commencer par ça, effectivement. C'est la belle histoire. Malheureusement, ça raconte aussi pas mal de choses sur le reste de la saison. Si ça, c'est la belle histoire, c'est un match contre Washington en mars, quoi. Et puis, pour terminer là-dessus, en fait, quand je disais que ça se reproduira pas, je parle pas de la NBA en général, je parle pour Bam Adebayo.
un soir comme ça n'arrivera plus. Ah oui. Parce que justement, c'est pas un mec, comme tu l'as dit, comme Luka, etc. Et d'ailleurs, Basket USA avait fait le taf à l'époque, ils avaient fait un article, ils avaient recherché les différences d'écart entre le record précédent et le nouveau record. Il change de son précédent record de plus 42. C'est le record all-time. mais c'est un truc improbable, en fait. Et c'est ça, je pense que les gens, ils ont eu du mal à accepter, c'est que Bam, il soit à côté de Kobe et Wilt. Et je peux comprendre, parce que le profil du gars, c'est pas un scoreur, en fait. Mais c'est juste que, malgré tout, le match, les circonstances font que c'est comme ça. Et puis, comme tu l'as dit au tout début, si c'était si facile, pourquoi personne l'a fait? Parce qu'au niveau, rien que de l'endurance du match, c'est dingue d'avoir une endurance comme ça sur un match, de tirer 43 tirs, 43 fois, c'est énorme. Donc... Alors, c'est pas moi, c'est Orelsan qui l'a dit. Donc, ouais. Non, voilà, on s'en souviendra en tout cas toujours comme le match où Bam Adebayo et Drew Smith ont mis 88 points à eux deux. Exactement. La fameuse stat. Du coup, ma première stat du jour, moi de mon côté, peut-être on reparlera de Bam plus tard, mais parlons un peu collectif. Moi j'avais 12. Est-ce que tu avais le chiffre 12 ou pas du tout? 12, non, je sais pas. C'est le rang à l'offensive rating de Miami cette année. Donc voilà, il faut quand même qu'on parle un peu de ça. Parler de cette attaque, parce que je pense que je suis un peu plus nuancé que toi sur le côté la saison totalement jetée à la poubelle, etc. C'est pour ça que je disais après l'excitation du début de saison. Tu vois, parce qu'effectivement, on a eu le truc. Justement, c'est pas que le début de saison que je trouve intéressant, c'est peut-être la philosophie. Et bon, justement, on peut en parler. Non, mais l'an passé, ils étaient 21e, meilleure attaque de NBA. Et donc là, ils sont passés 12e. Donc dans le même temps, la défense est à peu près stable, 9 à 13e. Bon, voilà, c'est à peu près équivalent. Mais ce qui fait que l'attaque, les progrès offensifs ont porté un net rating à différentiel attaque-défense l'an passé qui était à 0, donc nul. 0 point de différence attaque-défense par 100 possessions. C'est monté à plus 2 cette année. Donc c'est pas fantastique non plus, mais voilà, c'est quand même une différence notable. Et là où c'est notable, c'est que c'est à peu près avec le même effectif, grosso modo. Et l'explication principale, c'est une refonte totale du système offensif, avec notamment l'ajout de Noah Laroche, qui je crois n'a pas été officiellement assistant coach, mais qui était en tout cas dans la franchise. Et Noah Laroche, qu'on connaissait bien sûr pour l'an passé déjà, en 2025 avec Memphis, c'est lui qui avait instauré la fameuse circle offense, l'attaque sans écran, et où tout le monde tourne un peu dans le même sens pour dire quand un mec drive à gauche, tout le monde va sur sa gauche, donc ça tourne un peu en cercle. C'est pour un peu perturber les schémas défensifs de je stunt et je reviens, où on fait des rotations, c'est un peu facile pour la défense de planifier, mais non, quand tout le monde bouge, finalement tous les repères sont un peu envoyés balader. Et c'est vrai que je crois qu'il s'était fait virer au mois d'avril avec Jenkins à l'époque, donc la fin de saison Memphis les playoffs Memphis c'était différent, mais donc il arrive à Miami après s'être fait virer avec Jenkins de Memphis, et c'est vrai que toute l'attaque a été repensée, et ce que je trouve bien, c'est que à Miami, en fait, tu as instauré ça dans une équipe où il n'y avait pas de créateur majeur. Donc là où peut-être il y a eu des frustrations l'an passé avec Ja Morant qui n'aimait pas cette attaque sans pick and roll et sans écran, parce que il aime bien ses pick and roll, lui, pour le coup. Tu vois, je trouve que le fit, je peux demander ton avis, mais le fit avec Miami était presque encore mieux, parce que c'était un effectif qui avait des bons joueurs, mais aucun créateur majeur. Bon, hormis les 83 de Bam Adebayo, mais il y avait un côté où ça semblait pouvoir être le fit parfait. Non, mais je suis d'accord avec toi. Au niveau du fit, le seul truc un peu dommage, c'est que du coup, peut-être il te manque un peu de talent pour pousser ça au bout. Mais je savais que tu allais parler de ça. C'est pour ça qu'au début, avant ma première, je t'ai dit, je pense que ma deuxième stat, peut-être tu vas la griller, mais parce qu'effectivement, moi, c'était aussi par rapport à ça. Non, mais tu as complètement raison. Et puis, en fait, je pense que on cherchait un peu comment optimiser notre attaque. Je peux même pas dire optimiser, parce que finalement elle a jamais été optimisée, on n'a jamais été top 5 de la ligue, mais essayer de tirer le plus possible d'une attaque sans vrai grand talent depuis le départ de Jimmy Butler. Et effectivement, le fait que pendant l'été, Spo il est pris comme consultant, parce qu'effectivement t'as raison, il a jamais fait partie du staff, c'était juste un consultant dans l'été, Noah Laroche. Ça a poussé à une excitation qui se ressent dans le style et même dans les statistiques, en fait, de type de tir récupéré et de style de jeu. Et je suis 1000 fois d'accord avec toi sur le fait que ça pouvait aboutir à pousser l'effectif à plein de choses positives, mais ça manquait un peu de talent. Disons que pour moi, il y a effectivement il y a un côté, le manque de talent semble évident, mais de l'autre côté, j'ai l'impression que le système a en partie optimisé, voire suroptimisé le talent qui était en place, quoi. Et le fait de faire 12e attaque, c'est pas élite, mais c'est quand même 12e attaque au-dessus de la moyenne, alors que ta star, c'est Bam Adebayo, c'est plutôt de la défense en général, tu vois, c'est plutôt un NBA défensif pour moi, ou en tout cas attaquant sympathique aussi, bien sûr, mais c'est pas non plus une star, chapeau, un créateur. Hero, je pense qu'on en parlera, et en plus il a fait que 33 matchs, tel Hero, c'est pas non plus un créateur de fou.
Le reste, c'est Norman Powell qui sortait de sa saison aux Clippers, mais bon, moi j'étais un peu plus bas sur à quel point il était vraiment fort aux Clippers, même à Miami, on va en parler aussi. Davion Mitchell, défenseur, passeur maintenant désormais pour le coup. Wiggins, Jaime Jaquez qui fait une saison, mais en fait, il est où le talent offensif quoi, il est pas trop là. Et donc cette attaque qui fait 12e meilleure attaque de NBA, pour moi c'est un job fabuleux de coaching et d'optimisation. Alors, je pense qu'on n'est pas sûr, hein, mais c'est pour dire aussi que quand tu mets peut-être des meilleurs joueurs dans ce système-là, bah peut-être que tu peux aller gratter un top 5 attaque, top 3 attaque, top 1 attaque, tu vois, avec de bien meilleurs shooters, de bien meilleurs créateurs handball, etc. Donc c'est là où je trouve que pour moi, ça confirme quand même pas mal ce qu'on avait vu déjà de l'an passé avec Memphis. Et bon, Memphis, ça se finit un peu en autre boudin, là, à la fin de saison, le coach viré, ça pas bonne presse, cette attaque, ouais. Mais en vrai, je trouve qu'au cours de l'année, l'attaque avait été quand même très très cool à Memphis, avec donc Noah Roche notamment. Et donc là, il importe ça à Miami. Et alors, j'ai plein de chiffres, hein, si tu me permets un peu de parler de tout ça. Ils font 300, plus de 300 passes par match, pas que des assists, hein, des passes évidemment. 5e de NBA. Au niveau des touches par match, à quel point est-ce qu'un joueur touchait le ballon, donc à quel point il y avait des joueurs qui possédaient la balle pendant une possession, ou en tout cas par match au global. 427 touches par match par les joueurs de Miami. 4e de NBA, derrière seulement les Warriors et leur motion offense, et puis Indiana et Chicago qui couraient beaucoup en transition. Également, ils sont premiers en termes de temps passé avec la balle entre les mains. Tu vois, l'équipe qui passait le moins de temps avec la balle entre les mains parfois où quelqu'un avait la balle, donc ça bougeait beaucoup, ça se transmettait beaucoup la balle. Premier aussi en termes de drive par match, plus de 60 par match. Deuxième en termes de distance parcourue au niveau des équipes NBA, et premier en termes de vitesse offensive lors de cette saison 2026. Donc les possessions, il y avait une vitesse énorme, alors transition mais pas que, demi-terrain aussi. Quatrième en termes de catch and shoot par match généré, plus de 30 par match, donc c'est quand même cool. Alors, est-ce que ça rentrait autant qu'on voudrait? Non, mais quand même en termes de fréquence, beaucoup de catch and shoot, donc des tirs faciles à 3 points. Également premier en transition, ça c'est quand même un truc assez notable, hein. Première équipe de transition, plus de 29 possessions par match terminées en transition. Bon, en efficacité, ils sont pas top, ils sont 26e sur 30. D'accord, mais en tout cas beaucoup de jeux ouverts. En termes de isolation 8e et en termes de post-up 10e, donc c'est pas tout en haut comme les autres stats, mais c'est quand même beaucoup de jeux direct et frontal, on peut dire, isolation et post-up. Pick and roll, et là c'est là où c'est marrant. Pick and roll, 6,6 par match, ils sont 30e de NBA, mais 30e, presque ça ne rend pas honneur à quel point la stat est dingue, parce que le 29e, c'était les Spurs, qui en faisaient quasiment 14 par match, des pick and roll, qui terminaient en tout cas des pick and roll par le porteur de balle 14 fois par match. Miami, on a dit 6,6, donc ça fait un écart entre 6,6 et 13,9 de 7,3. Il y a le même écart grosso modo entre Miami qui était dernier et l'avant-dernier, qu'il y a un écart entre l'avant-dernier et le deuxième de NBA. Je répète, entre 30 et 29, il y a le même écart qu'entre 29 et 2. Et tu vois, c'est là où je pense que le fit, entre guillemets, était parfait à Miami, parce qu'il n'y a vraiment aucun joueur qui réclamait beaucoup de pick and roll. Alors, Hero aurait pu être celui-ci, mais qui a été blessé en partie. Mais tu vois, l'an passé à Memphis, qui était déjà un peu une anomalie, hein, Memphis 2025, ils sont aussi derniers de NBA. L'an passé, Memphis, avec 12 pick and roll par match terminés par le porteur de balle, plus petit total de NBA. Mais le deuxième plus petit total, c'est Denver qui est à 13 et quelques, presque 14. Mais tu vois, il y a un écart de 2 à peine. Là, on a un écart du simple au double, quoi, de 6 à 14. Donc, en fait, c'est totalement fou de voir à quel point, dans un effectif comme ça, la philosophie qu'on avait déjà entreaperçue, et même plus qu'entreaperçue à Memphis, a été presque poussée à son paroxysme de l'attaque sans écran. L'attaque sans écran, et qui va un peu à l'encontre des principes qu'on, depuis quelques temps en NBA, de jeu ouvert, improvisation, free flow offense, pick and roll quand ça marche pas, allez, pick and roll. Là, c'est l'inverse. Comme Memphis l'an passé, c'est quand ça marche pas, on fait tourner la balle, et grosso modo, plutôt que venir poser un écran, non, tout le monde s'écarte et le mec peut attaquer. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a plus de drives qui sont possibles aussi, parce que l'espace est animé. Et bon, ils sont aussi premiers en spot-up. Donc les situations de spot-up, c'est pas que du catch and shoot, c'est aussi les drives à partir de spot-up. Donc les drives à partir de la réception du ballon, le spot-up. Premier de NBA en spot-up, avec plus de 40 positions par match en spot-up. Le deuxième, c'est Memphis de Isalo, qui est à 32. Donc il y a le même écart entre premier et deuxième qu'entre deuxième et 24e, tu vois, sur les possessions en spot-up. Donc en fait, l'idée c'est tout le monde s'écarte, tout le monde bouge aussi, et en fait c'est on attaque, on ressort et on attaque en spot-up, ou alors on attaque, on kick out et ça prend un 3 points. C'est un peu cette philosophie. Alors également le fait de faire très peu ils font très peu de paires de balles, pardon. Donc 5e aussi en termes de paires de balles, mais tu vois, c'est là où c'est marrant, parce que ils font
un des plus gros totaux de passes par match, mais c'est pas des passes risquées. C'est juste on fait tourner la balle, et c'est pour ça qu'on peut expliquer cette différence entre faire beaucoup de passes au cours des possessions et pourtant très peu de pertes de balles, alors que d'habitude c'est un peu lié. Plus tu fais de passes, plus c'est risqué. Là non. Là, c'est parce que les passes, c'est pas des passes avec un haut risque et donc un haut gain non plus. Donc voilà, c'est un peu fou tout ça. Alors, le lancer franc, c'est un peu augmenté aussi de par ce système de jeu. Bon, pas un niveau d'élite, mais tout de même. Et l'autre stat, et après j'arrête mon tunnel, mais Miami était premier en termes de true shot attempt. Donc en fait, les tentatives de tir réelles, on va dire, pas que les field goals, mais tu rajoutes aussi les lancers francs qui ne comptent pas dans le field goal, mais grosso modo, 104,2 tirs réels par match en moyenne. Le deuxième de NBA, c'est Utah qui était à 102 et quelques, donc même écart entre premier et deuxième par match qu'entre deuxième et quatorzième. Grosso modo, entre leur style de jeu et en plus le rythme, la pace, le rythme de jeu, ils prenaient par match, pas par 100 possessions, évidemment, mais par match, plus de tirs que n'importe qui en NBA cette année. Donc un vrai travail, je trouve, de suroptimisation. Maintenant, il manque un peu le talent, quoi. Ouais, non, bah c'est ça. Et c'était aussi un peu ma deuxième stat, mon analyse par rapport au style de jeu. Hein. Ça, c'est clair que là-dessus, je suis d'accord. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce style de jeu, tu te rends compte aussi assez vite de quels sont les joueurs intelligents dans le jeu qui comprennent bien ce qui se passe autour d'eux. Parce qu'en fait, si tu as un système comme ça et que t'es pas du tout bon dans le, comme on dirait, pardon pour l'anglicisme, mais le read and react, si t'es pas capable de t'adapter à ce qui se passe autour de toi, bah tu t'en sortiras pas. Et ça, c'est quelque chose que les gars, ils ont été, excepté un dont on parlera après, qui ont été vraiment bons dans ce truc-là. Et donc, effectivement, peut-être qu'on n'a pas autant de talent. D'ailleurs, comme tu as dit, je m'étais aussi noté presque 61 drives par match, de loin le premier. Mais pour autant, ce qui est marrant, c'est qu'on est que la 16e fréquence au cercle. Parce que, au contraire, on est 4e en termes de short mi-distance, donc proche du cercle, mais pas au cercle, parce que on n'a finalement pas non plus les joueurs élite dans le côté je vais aller finir au cercle. Chose qui serait intéressant avec Giannis d'ailleurs. L'année prochaine, faudra voir ça. Mais du coup, ça fait que, comme on parlait tout à l'heure, t'as le système, t'as des bons joueurs dedans, mais t'as pas encore assez le talent pour aller jusqu'au bout du truc. Mais non, mais c'est là aussi où tu vois, c'est un peu contre-intuitif par rapport à ce qu'on dit tout le temps. On a toujours dit, bon, si t'es assez fort pour créer ton propre tir, isolation. Voilà, le mec a un premier pas rapide, le mec a du dribble, le mec a de la puissance ou un pull-up, allez, isolation. Et les mecs qui ont un peu moins de ce côté création et générer une séparation avec les défenseurs, en général, on préfère leur donner un pick and roll. Il y a des joueurs comme ça qui sont des créateurs plus à l'aise sur pick and roll avec déjà un décalage de base grâce à l'écran, plutôt qu'un 1 contre 1. Et sauf que Miami et Noah Laroche, ils font l'inverse, c'est-à-dire que en fait, on va donner de l'isolation même à des joueurs qui sont pas géniaux sur la création pure, en fait, mais parce que l'espace est animé et que le but du drive, c'est que peut-être que je sais pas moi, Jacques va pas dépasser directement son premier défenseur, mais c'est pas ça l'action finale. L'action n'est pas que ce drive de Jacques aille au bout. Le but est de faire un peu un espèce de premier décalage peut-être ou en première étincelle. Et donc Jacques drive, il dépasse pas totalement son mec parce qu'il a pas les qualités, hop, mais il ressort. Et en plus, pendant ce temps, tout le monde bouge avec cette fameuse circle offense et tout le monde se décale. Donc, la défense est un peu déstabilisée par un premier drive. Hop, deuxième drive, pareil, redéstabilisé aussi un peu. Troisième, quatrième, il y a un peu cet effet accumulatif, tu vois. Mais c'est marrant parce que, comme dit, c'est contre-intuitif avec ce qu'on dit depuis toujours. Le moins bon créateur, on te donne un écran parce que ça te facilite un peu le travail. Et là, c'est l'inverse. Là, c'est plutôt l'accumulation de petits décalages, petits, qui font qu'on fait tourner, et tout le monde bouge autour, et on arrive à des choses. Et comme tu dis, le problème, en tout cas, de cette année, entre guillemets, problème, c'est que tu as des profils de joueurs qui vont pas directement jusqu'au panier, et qui s'arrêtent un peu dans la zone des flotteurs, quoi. Et ils peuvent pas aller jusqu'au panier. Et peut-être que si tu remplaces cet effectif par un effectif qui est beaucoup plus driver, pour ça que tu vois, j'aurais adoré Ja Morant aussi, en plus de Giannis, tu vois, ça, j'aurais beaucoup aimé. Et puis ça aurait été drôle par rapport à Memphis et Miami, quoi. Mais non, mais clairement, je pense que ce même schéma de jeu, mais avec des mecs plus drivers et moins réticents au contact ou d'autres défauts, hein, tu aurais peut-être une fréquence au panier plus élevée et peut-être un meilleur offensive rating aussi, quoi. Ouais, non, bah, c'est clair. Moi, je suis 1000 fois d'accord avec ce que tu dis là. Et je pense que celui qui a le plus profité de ça, c'est Jaren Jackson Jr., justement. Parce que même si c'est pas le joueur le plus rapide de la ligue, c'est un joueur qui utilise parfaitement les tempos et qui, justement, va être très bon dans l'utilisation. Parce qu'en fait, ce système-là, c'est un peu un système où tu provoques des décalages et des erreurs. Et dès que tu en vois une, ou un, si tu parles le décalage, tu vas l'utiliser. Et lui, même si c'est pas le joueur le plus rapide de la ligue, il a cette intelligence de jeu qui fait que
il va être capable d'utiliser le petit écart, le petit pas en retrait du défenseur, où lui va ralentir sur son deuxième pas pour laisser le défenseur sauter alors qu'il aurait pas dû maintenant, etc. Et d'ailleurs, sachant aussi que les mouvements off-ball empêchent parfois les aides de venir, toi. Donc c'était des vrais 1 contre 1. Donc c'est l'intérêt, quoi. Ouais, et puis on a été bon sur les cuts, etc., sur les dry kicks. Et d'ailleurs, si JJJ fait une aussi bonne saison cette année, d'ailleurs 2e au 6e homme de l'année, c'est aussi grâce à ce système-là que lui a, je pense, a vraiment bien utilisé. Ouais. Et d'ailleurs, ça m'a assez surpris. Je savais qu'il était bon là-dedans, mais à cette fréquence-là, je pensais pas. C'est le 18e driver de la ligue cette année en termes de fréquence. Il a 13,2 par match. Il est au niveau de Luka Doncic. C'est quand même fou en termes de volume, tu vois. Oui. Donc, et alors, est-ce que tu aurais je vais essayer de le chercher, à quel point est-ce qu'il fait des passes en fin de drive, le pourcentage de passes versus pourcentage de scoring. Je vais essayer de le trouver rapidement. Ouais, mais comme ça, non. Alors, juste si tu devais un peu lister, on parlera des individualités plus en détail chaque fois, mais si tu devais un peu lister rapidement qui a le plus profité, parce que tu parlais de Jaren Jackson à Memphis, mais cette année à Miami, qui a le plus et le moins profité alors, si on fait un peu un listing rapide. Non, moi je parlais de Jaren Jackson Jr. Pas Jaren Jackson Jr., Ramirez Jr. à Miami, là, cette année. Ah, moi j'étais sur Jaren Jackson. T'as pas dit Jaren Jackson ? T'as dit quoi ? Ah, peut-être, ouais. Ah, t'as dit JJJ, tu m'as... Non, j'ai dit JJJ. Ouais, parce que nous on l'appelle JJJ, c'est pour ça. Ah, tu m'as piégé. Il est possible que l'arbitrage vidéo intervienne. Et je pense que celui qui a le plus profité de ça, c'est Jaren Jackson Jr., justement. Parce que même si c'est pas le joueur le plus rapide de la ligue. Mais alors vas-y, fais le listing alors. Qui a profité et qui n'a pas profité ? Bah pour moi, le premier qui a profité, c'est Ramirez, justement. Ouais. 18e driver de la ligue, c'est vraiment son style de jeu, capable de décélérer, d'utiliser le décalage qui est fait, la mauvaise rotation. Là-dessus, il est excellent et ça a complètement ouvert son jeu cette année par rapport à ça, parce qu'il est toujours pas bon shooter, malgré tout. Et pourtant, il est bon scoreur cette année, excellent driver, etc., très bon passeur. Enfin, il a vraiment optimisé tout ce qu'il pouvait par rapport à son talent qui est pas non plus incroyable, mais il fit parfaitement. Moi, j'ai beaucoup aimé Powell dans ce système-là quand même, par rapport à ce qu'il peut apporter. Davion Mitchell aussi, même s'il il a d'autres défauts dont on parlera après de lui. Voilà, après Tyler, on n'a pas pu le voir assez, je pense. Donc, et puis on le verra passer. Mais voilà, Bam dans une certaine mesure, mais je suis pas forcément sûr que ce soit lui qui en ait le plus profité non plus. Mais voilà, moi vraiment c'est JJJ et Powell. Alors tu vois, justement, j'ai retrouvé la stat, c'est Jaquez fait des passes en fin de ses drives, il a un pass percentage, alors pas assist, mais un pass percentage de 45%, et c'est clairement tout en haut de tableau, quoi, tu vois, pour comparer, un mec comme Maxey ou comme Anthony Edwards, tout en fin de classement, ou Zion, ils font beaucoup de drives aussi, je parle des mecs qui font beaucoup de drives, plus de 10 par match, mais Edwards, il fait des passes 24% du temps, Maxey aussi 25, Zion 25, donc tu vois, c'est juste une fois sur 4 quand ils font un drive, ils font une passe, le reste c'est pour scorer, alors que Jaquez, on est carrément 45%, et surtout, qui est le premier de cette année, de NBA, et de très très loin, c'est Davion Mitchell. Mitchell est à 57% de pass percentage en fin de drive. Donc lui, et le deuxième, c'est Quickley qui est à 51%. Tu vois, il y a un écart qui est immense là encore. Donc même écart entre premier et deuxième qu'entre... bref, vous connaissez l'histoire, quoi. mais donc eux, c'est plutôt ceux qui ont profité du truc. Et alors ceux qui ont moins profité, tu disais Hero aussi, c'est ça ? Bah en fait, Hero, il a joué que 33 matchs, donc c'est dur de vraiment tirer complètement... un bilan de sa saison, en fait. C'est pour ça que moi je te disais en off avant que je j'ai pas forcément pris de stats par rapport à lui. 33 matchs plus les soucis qu'on a eu cette année, c'est dur de le juger vraiment sur cette saison globalement, quoi. Et je t'avoue que moi, Bam, je me serais attendu presque à un peu mieux de sa part. Ouais, bien sûr. C'est pour ça que je te disais, c'est pas celui qui a le plus tiré de ça, quoi. C'est ça, ouais. Mais il y a un côté où c'est un des rares intérieurs qui est assez à l'aise sur le dribble, etc. Bon, c'est pas non plus l'élite en dribble et en lecture en mouvement, et c'est un peu plus bas que ce qu'on pense sur le côté short roll, réflexion en mouvement, mais tout de même, quoi, j'aurais mis une pièce sur un peu mieux, un peu plus utilisé de la sorte. Bon, après, tu me diras, il y a quand même le match à Washington où il a été utilisé comme ça. Mais non, et puis alors, autre stat que j'avais de ce point de vue-là, c'est bon, on a parlé de fréquence, les passes, les drives, la vitesse de jeu, le temps de position qui est très faible, transition, bref, toutes les stats que j'ai données. J'avais aussi d'autres stats à mettre en opposition pour te rejoindre, c'est 17 et 12, c'est l'efficacité au panier. Et à 3 points, 17e au panier, 12e à 3 points, bon 3 points ça va, mais tu vois, panier c'est quand même pas top, et en plus on rajoute aussi 21e à mi-distance, sur le fait de mettre ses tirs à mi-distance, alors
mes distances, ça se sépare en deux. Les flotteurs, 21e de NBA sur 30. Les longs 2, 21e de NBA sur 30 aussi, ou 22e, pardon. Et en fait, on a un IFG, donc une adresse sur les tirs, quand on enlève un peu tout ce qui est productivité des lancers francs. Un IFG de Miami qui est pas si bon que ça. Je crois que c'est 20e et quelques pour Miami. Et je suis aussi allé regarder sur les 12 joueurs de la rotation principale, donc plus de 800 minutes. Il y en a que 5 qui, en termes d'efficacité relative à la moyenne, sont à plus 4% ou plus. À peine 5. Et plus 4, c'est pas très haut, hein, tu vois. Bon, quand tu augmentes le curseur à plus 5% ou plus au-dessus de la moyenne, seulement 3. Et à plus 6%, il n'y en a plus qu'un. Donc voilà, c'est quand même pas. Il y a peut-être un manque d'efficacité de mettre les tirs, très, très simplement. Ce qui peut aussi s'expliquer, tu vois, les pivots sont pas des pivots de catch and finish, dunker qui vont avoir des autres efficacités. Il n'y a pas non plus un shooter à la Duncan Robinson, tiens, qui va mettre plein de 3 points et être méga efficace aussi. Donc en fait, c'était pour mettre un peu ce contraste entre le style de jeu et schématiquement, qu'est-ce que Miami fait. Et je pense que Miami, avec ce style de jeu qui a des défauts pour le plus haut niveau, je pense que peut-être que le côté bataille de demi-terrain, c'est pas parfait, mais qui fait schématiquement des trucs bien, mais qui n'a pas encore les joueurs pour mettre les tirs. C'est peut-être un peu je pense qu'il faut retenir de cette saison le contraste entre le style de jeu et l'IFG, l'adresse en fait. En fait, c'est ça, t'as le système, t'as optimisé ce que tu pouvais faire par rapport à ce que t'as, mais ce que t'as, ça suffit pas. Et donc je peux te lancer, quelle est ta deuxième stat du jour à nous présenter pour ce Miami Heat 2026 ? C'était 103,4. C'est notre pace sur la saison. Toi, tu parlais de la vitesse tout à l'heure. En fait, c'est ça. Pourquoi j'ai pris cette stat-là qui vaut ce qu'elle vaut ? On va dire honnête. C'est juste que, en fait, on est premier de la ligue. Ce qui nous arrive jamais. On est premier, on est plus 4 par rapport à la moyenne de la ligue en termes de pace. Et surtout, quand on connaît l'historique de Miami, on n'est pas du tout une équipe qui joue vite. D'ailleurs, c'est notre record all-time, tout simplement. Et ça alors, all-time ou all-time Enfin, les données sont disponibles depuis quand, tu veux dire ? Depuis 88-89. Ah oui, de toute façon, Miami n'existait pas à l'époque. Oui, non, c'est notre première année. Oui, non, mais vous n'avez pas des années un peu années 60 où il n'y avait pas les stats. Non, toute la franchise est couverte par c'est notre record de Miami. On n'a jamais fait ce niveau-là. C'est la première fois depuis 2005-2006 qu'on est au-dessus de la moyenne de la ligue. Et surtout, c'est la première fois depuis 89-90, donc notre deuxième année, qu'on est au-dessus de 100. Ouais. Et par rapport à l'année dernière, on est quand même à quasiment 7 de plus. C'est aussi représentatif de ce changement de philosophie qui fait que on va jouer plus vite, on va faire plus de trucs. C'est aussi pour ça, si les gens voient qu'on a tenté le plus de tirs dans la ligue, oui aussi, mais parce qu'on a aussi plus grande vitesse. C'est ça. Donc, quand tu dis 7 de plus, c'est 7 possessions par match de plus, hein, je précise. C'est c'est le ratio de ces paces. Par 48 minutes, c'est l'estimation sur 48 minutes de possession. Donc voilà, tout ça pour dire que ça a complètement changé et que c'était important parce que Miami soit première de la ligue sur cette statistique-là, c'est quelque chose qui n'était pas attendu, quoi. Ça, c'est clair. Ce qui est marrant, je trouve, dans l'histoire de Miami, c'est que, à l'époque déjà, mais même depuis, on a un peu cette vision de le hit, tu sais, de Wade, LeBron et Bosh. Ça courait partout, driving kick, etc. Et en fait, ça, c'était pas tant que ça de la transition. Et c'était même une caractéristique de LeBron, c'est que il y a un peu cette image, donc un des premiers symboles du driving kick, on va dire, plus le jeu s'ouvrait, etc. Mais en fait, il a jamais eu d'attaque si rapide que ça, en fait, LeBron. Ça a toujours été plutôt demi-terrain pour le coup. Donc c'est vrai que c'est un peu rigolo cet aspect-là. En fait, il va te l'optimiser si elle arrive, mais ça va pas être la première idée, quoi. C'est ça. Mais en fait, quand il y a la transition, il les prenait à l'époque, Wade, LeBron, etc. Tu te rappelles aussi la règle de Spoelstra qui dit si vous prenez le rebond défensif, vous avez le droit de faire ce que vous voulez en contre-attaque. Il y avait ce truc-là à l'époque. Non, mais transition, il était capable quand il y avait des opportunités, il le faisait, hein, le hit même avec Wade. Hein. Mais LeBron n'aime pas non plus toujours accélérer à foison. Et là, on va dire que c'est un peu un thème commun de NBA, mais il y a un peu cette idée avec Miami, peut-être plus que pas mal d'équipes.
En fait, c'est un peu ce qu'a fait Mike D'Antoni mi-2010, tu vois, c'est les fameux 7 seconds or less, quoi. Les Suns à la vitesse de la lumière, traduit par Lucas Saidi. Je vous encourage à le lire. C'est vraiment un pilier de la littérature basket, pour le coup. Mais c'est un peu l'idée de, on aura plus de positions dans le match, mais surtout, on prend une occasion de tir dès qu'elle se présente. Et même si c'est un 3 points, oh là là, hein, et il faut jamais prendre les 3 points en transition. Mais en vrai, si le tir est ouvert, en fait, on le prend. C'est un peu cette idée-là. Et Miami a poussé ça encore à son paroxysme. Bah, tu vois, comme on disait tout à l'heure, le but de ce système-là, c'est de créer un décalage ou de créer une mauvaise rotation, etc. Donc forcément, si ton but un peu c'est ça, tu vas essayer de la créer le plus tôt possible. Et en accélérant le jeu, tu laisses moins de temps à la défense de s'adapter, de se mettre en place. Donc tu te laisses plus de temps. Enfin, non, tu te laisses pas plus de temps, mais tu provoques. T'as plus de chances d'avoir une erreur de la défense adverse. Donc, oui. Tout ça est lié, quoi. D'ailleurs, on n'a pas trop parlé, mais on parlait aussi de... Comment dire, l'attaque qui bouge beaucoup, tu parles de la pace justement. Je trouve que sur le début de saison, ça avait été très marquant. Le début de saison est de très très bonne facture, beaucoup de victoires et même voilà, sur l'espace médiatique, beaucoup de monde en parlait. C'était un peu la bonne surprise. J'ai l'impression que le soufflet est un peu retombé par la suite, alors que je t'avoue que moi, quand j'ai regardé un peu plus en détail des matchs dans la saison un peu plus tard dans l'année, certes, le début était très cool, hein, mais je trouvais que des matchs de janvier, février, il y avait moins le côté waouh, il y avait moins le côté surprise dans les médias, mais je trouve que parfois certains automatismes étaient bien meilleurs plus tard dans l'année. Sur le côté, en fait, comme on dit, hein, c'est un truc qui est très contre-intuitif par rapport à ce qu'on a toujours appris aux joueurs de venir poser un écran, etc. Et ça, tu mets un peu du temps à l'adapter et à le mettre en pratique. Donc, tu vois, j'ai quand même des souvenirs de janvier, février, comme je te dis, où ah ouais, en fait, Miami a presque jamais aussi bien exécuté les mouvements de circle offense que plus tard dans l'année, en fait. Ouais, mais en même temps, t'as plus d'équipes qui ont réussi à s'adapter. C'est vrai. T'as tous les côtés, tu vois, t'as le côté là, mais t'as le côté aussi où toi, parce que, après, moi, je suis pas sportif professionnel, je me rends pas compte, mais j'imagine que quand tu prépares tout ça l'été, la confrontation que t'as en face n'est pas non plus la même que quand tu fais des matchs de saison régulière. Donc, tu vas aussi pouvoir t'ajuster au fur et à mesure du temps par rapport à ton système, à ce que la défense adverse peut te donner. Donc forcément, peut-être que visuellement, nous, ça a été plus intéressant au fur et à mesure de la saison, mais je pense qu'en face, les équipes étaient plus préparées et meilleures par rapport à ça aussi. Vu que tu parles de pace, tu me permets de caler ma deuxième stat du jour, puisque transition toute faite, jeu de mots. Non mais du coup, on a dit Miami avait le plus grand nombre de tirs en attaque, de tentatives de tir réel par match. Évidemment, ils ont aussi le pire en termes de défense, mais ce qui semble assez logique pour le coup. Et ceux qui concédaient le plus de tirs par match, tentatives de tir réel, 30e sur 30. Mais je voulais quand même un peu parler de la défense, parce que mon chiffre, moi, c'était 65,8. C'était l'efficacité au panier. 65,8, l'efficacité autorisée au panier cette année. Et c'est vraiment la différence par rapport à l'an passé. Où l'an passé, c'était à 67 et quelques, même presque 68. Bon, pour parler en termes de classement, ce sera plus parlant. Ils étaient 23e meilleur, seulement meilleure efficacité au panier défensif. Ils sont montés à 8e cette saison. Donc le panier a quand même été beaucoup mieux défendu, alors que de l'autre côté, le 3 points, change pas trop, tu vois, il n'y a pas de fluctuation aléatoire sur la variance à 3 points, par exemple. Mais ce qui fait que, donc, vu que le 3 points bouge pas et que le panier bouge beaucoup, l'IFG, donc l'effective field goal, donc l'adresse défensive autorisée, est passé de 18e à 10e, pour le coup. Et évidemment, la défense a été meilleure, puisque le defensive rating est passé de... Ah mais non, le defensive rating n'est pas forcément meilleur. Non. Donc c'est vrai que c'est un peu un mystère, ça. L'adresse autorisée est bien meilleure, donc ils autorisent moins de tirs, il y a moins de tirs qui rentrent contre eux, comparé à l'an passé. Et pourtant, la défense était 9e. Elle est passée de 13e. Là, tu te dis, mais attends, il y a un truc qui cloche. Il faut quand même essayer un peu de... Que s'est-il passé ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est simplement le pace, le rythme de jeu qui fait que tu encaisses plus de possessions ? Mais en même temps, les ratings, c'est par 100 possessions. Donc, tu vois, c'est pas par match. Les stats que j'ai donné tout à l'heure, c'est par match. Donc, par 100 possessions, il n'est pas censé y avoir de décalage par rapport à ça. Mais donc, où est-ce qu'on peut aller gratter un peu pour tenter d'expliquer ? Au niveau des pertes de balles, il crée toujours le même nombre de pertes de balles à peu près. Donc là, il n'y a pas trop de différence sur ça. Par contre, les lancers francs, ça a un peu chuté. Ils étaient élite l'an passé 2e, ils sont passés 6e, et c'est quand même très haut, quoi. Mais par contre, c'est vrai qu'en termes de chiffres bruts, comme la moyenne NBA a quand même pas mal explosé en termes des lancers francs, l'écart est quand même assez significatif, je trouve. Tu vois, de 2e à 6e, ça
c'est pas très parlant. Mais quand tu dis de 15,7 à quasiment 19 lancers francs donnés par 100 possessions, bon, peut-être c'est un peu de ça. Peut-être c'est aussi un peu de rebond, pardon. Rebond, ils étaient 5e meilleure défense du rebond l'an passé, 11e cette année, donc ça fait évidemment plus de secondes chances, d'autant plus que, tu vois, là, les stats globales de 5e, 11e, ok, mais notamment sur demi-terrain, je vais regarder plus spécifiquement, ici, ouais, c'est ça. Sur demi-terrain, ils passent de 3e à 13e. Donc en fait, la défense du rebond est presque encore pire sur demi-terrain qu'au global où on a l'air que, tu vois, 5e, 11e, ça va, mais de 3e à 13e, il y a quand même une chute presque significative, je trouve, sur concéder plus de secondes chances à l'adversaire. Plus également le fait que, comme dit, la transition est un peu moins bonne aussi, la transition défensive. Mais en fait, c'est surtout, je trouve que c'est peut-être le compromis de ta stat à toi, du pace, du rythme de jeu et donc de cette attaque qui fait que, en fait, quand tu prends des tirs très tôt dans la possession, parfois ça marche pas. Et notamment, quand tu as des rebonds, t'es pas en aussi bonne position, quoi. Le repli va être plus compliqué. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de raison évidente, tu vois, qui disent pourquoi est-ce que la défense a un peu glissé. C'est plein de petits aspects. C'est le style de jeu très différent qui font que peut-être qu'en face, l'équipe a plus de facilité à faire de la transition ou de la contre-attaque, on va dire. Il y a le fait que les rebonds t'en donnent un peu plus, les lancers francs un peu plus. Mais on va pas dire que c'était un mystère, hein, mais c'était un peu rigolo de voir que la défense est moins bonne alors qu'en vrai, ils autorisent une adresse qui est moins bonne, quoi. Non, mais je suis d'accord avec toi, et ça fait 10 ans qu'on n'a pas eu une défense aussi basse, entre guillemets. Puis à l'époque, c'était l'époque un peu plus compliquée de Miami, où, entre guillemets, ça allait encore, hein, mais c'était post-Big Three, t'essaies un peu de te retrouver, etc. Donc. Les années un peu Tyler Johnson, Wayne Ellington, Josh Richardson et tout, là, c'est les années avec 3 bouts de bois. C'est James Johnson, Diane Waiters, avec les bonbons dans l'avion et tout, tu te rappelles, c'était bon ça. Ouais. Et avec 3 bouts de bois, Spolstra quand on faisait une équipe de playoff quasiment tous les ans. C'est ça qui est fou. Ouais. Non, mais ouais, c'est un peu décevant. Moi, c'est vraiment les rebonds qui me perturbent à chaque fois. Autant les lancers, c'est pas que j'excuse, mais je peux mieux comprendre parce que des fois, comme tu l'as dit, hein, t'as pas toi non plus le temps de te mettre en place, etc. Donc voilà. Moi, les rebonds, plusieurs fois cette année, ça m'a rendu un peu fou. Mais voilà, je pense qu'on là-dessus, on doit être meilleur et on peut être meilleur. Donc c'était la principale raison. Et après, comme tu l'as dit, il y a moins de fréquence au cercle, donc c'est bien aussi. Mais moi, je pense qu'on a aussi toujours eu un peu de mal on s'est toujours pas remis du départ de Jimmy sur le côté provoquer les pertes de balles et les interceptions. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on n'a jamais remplacé, et c'est aussi un truc défensif qui fait que on voit pas par rapport à l'année dernière parce que Jimmy n'était plus là, mais je pense que c'est quelque chose qui manque quand même, ce premier gros rideau, malgré le fait qu'on ait un excellent meneur défenseur. 2021, 22 et 23, ils sont top 2, top 3, top 4 au niveau des pertes de balles. Et ils sont 17e, quoi. 17e sans Butler. Mais tu vois, je pense qu'il y a aussi un aspect où Bam n'est pas un rebondeur d'exception. Bam, mais parce qu'il est aussi plus petit, etc. Il a d'autres qualités, hein, de polyvalence, de switch et tout ce qu'on veut. Mais c'est pas un rebondeur de fou. Par contre, c'est vrai que les schémas de Miami étaient très... tout le monde venait un peu participer, donc ça compensait un peu, tu vois, comme d'autres schémas, hein, où t'as pas un rebondeur de fou au poste de pivot, tout le monde vient un peu aider. Mais là, tu vois, je pense que le fait qu'il y ait cette attaque qui joue un peu sur le rythme et sur la transition et sur se projeter très vite, sans doute que, comparé à l'an passé où il y a 2 ans, où finalement il y a 2-3 mecs qui venaient des BAM, peut-être qu'il y a cette fois-ci que un ou deux, et qu'il y a un troisième mec qui partait en transition plutôt que venir au rebond. Donc je pense que tu vois, c'est un peu les vases communicants de cette transition, elle a aussi un coût, et elle s'est vue un peu au niveau du rebond. Après, ouais, je pense que là, 13e meilleur defensive rating de NBA à peine. La dernière fois que vous aviez fait aussi pire, je vois que c'est 2015, l'année un peu de transition avec LeBron qui est parti, Whiteside qui émerge un peu en janvier, c'est ça, je crois, c'est ça que je disais. De mémoire. Mais bon, c'est une défense de Spoelstra qui est pas géniale. Et encore là, c'est un peu au-dessus de la moyenne, mais c'est rare, hein. Je pense que c'est jamais arrivé pour lui, quasiment. Ouais, et puis on a des bons rebondeurs, tu vois, genre Wiggins, c'est un bon rebondeur quand même pour son poste. Mais malgré tout, je pense que les gens s'en rendent pas forcément compte, mais malgré tout, on a une équipe petite. Ah oui. En termes de taille. Mais qui était l'avantage pour le style jeu offensif. Oui, bien sûr, bien sûr. Tu peux te lancer, quelle est ta 3e stat du jour à nous présenter pour ce Miami Heat 2026? 93e centile. Je sais pas si tu l'as. C'est le... Ouais, tu l'as?
Non, j'allais dire, je sais pas, les fautes de Khalil Ware qu'on n'aime pas à Miami. Non. Non, j'ai dit je suis positif. C'est c'est le record en carrière de Norman Powell par rapport à son usage, 25% d'usage. Parce que même si c'est pas forcément un joueur qui est différent par rapport à ce qu'on avait pu voir avant, et que c'est pas non plus un joueur qui est All-Star, même s'il a été cette année, malgré tout, il fait quand même une excellente saison. Dans un rôle qu'il a parfois un peu subi, je trouve, aussi de par l'absence de héros. Il a eu un peu plus de création qu'on lui demandait que nécessaire. Non pas qu'il en a eu beaucoup, mais malgré tout, il en a eu plus que ce qu'il devrait, parce que ça reste pour moi un shooter ou un joueur plutôt en milieu de chaîne ou en fin de chaîne, plutôt qu'en initiation. Malgré tout, il a été excellent, très bon dans le scoring, efficace dans tout ce qu'il faisait. Ben voilà, on attendait son shoot à 3 points, ça a été le cas. Ouais. Il a été bon dans la connexion, assez moyen, comme je disais, dans la création et un peu des paires de balles, etc. Mais en même temps, ben, on lui demande des choses qu'il ne devrait pas faire. Mais heureusement qu'il était là cette année. Parce que si lui n'avait pas été là dans la création ou dans le côté un peu shooting extérieur, etc., avec l'absence de héros, ça aurait été bien plus compliqué. Et je pense sincèrement qu'il va vraiment nous manquer l'année prochaine, quand tu vois comment notre roster est construit cette année. Donc, oui. Voilà. Oui. Vraiment une belle saison de Norman Powell. Effectivement, il se faisait un peu moquer quand on disait que c'était un All-Star. Je pense qu'il n'était pas non plus si loin que ça, aussi parce que je pense que les gens prennent en compte le côté classement de Miami et qu'il fallait un mec de Miami, etc. Donc par rapport à ça, je peux comprendre le choix. Je pense pas non plus que ce soit un joueur de niveau All-Star, mais c'est un très bon joueur NBA et vraiment, il nous a fait une belle saison, quoi. Surtout qu'au moment du All-Star Game, Miami est pas mal en termes de bilan en plus. Ouais, c'était pas trop mal, même si on avait pas mal descendu, mais on était... Enfin, on n'était pas genre dans les bas du classement, quoi. Même si on a remonté après le All-Star Game, c'est ça qui est assez drôle. On a eu une bonne série après le All-Star Game, mais... Alors, 93e centile, c'est relatif à son poste. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. C'est par poste, alors la catégorie des wings, apparemment, sur Cleaning the Glass. Après, il est, j'ai regardé au niveau de l'usage, toute la NBA confondue, il est top 50, 49e, je crois. Donc, parmi les joueurs qui ont un peu de minutage cette année. Donc voilà, c'est pas non plus un énorme usage, mais c'est marrant parce que la stat que j'avais, moi, c'était 24,2. C'était les tentatives de tir par 100 positions. Tu vois que j'avais aussi pris un truc de volume, moi, pour lui. Donc, 24,2. Sachant que l'an dernier, 23,8, tu vois, chez les Clippers. Donc en fait, on a exactement le même volume. Et je dis ça dans le sens où, en fait, on a à peu près le même joueur que l'an passé, c'est-à-dire très bon. Mais on n'a pas peut-être l'explosion que certains auraient voulu de waouh, il a fait une top saison aux Clippers, il va à Miami, il aura plus de ballons. Pas tant que ça, en fait. Hein. Il n'a pas non plus explosé en termes de volume. Et de l'autre côté aussi, comme tu l'as évoqué, il y a le côté All-Star. Donc il y a je ne vais pas dire narratif, mais on retient All-Star. Et c'est vrai qu'il y a un aspect où finalement, la version qui est All-Star à Miami et la version qui est très bien aux Clippers n'est pas All-Star, en fait, c'est un peu la même, quoi. Tu vois, en termes de volume, en termes d'efficacité aussi, pareil, il a plus 5% relatif à la moyenne, alors que l'an passé, plus 7, bon, c'est sensiblement la même chose, hein. Modulo, une petite variance à 3 points. D'ailleurs, 38% à 3 points, plutôt que 41. Bon, voilà, c'est une très bonne saison au shoot, évidemment. Un peu plus de lancers francs, tout de même. C'est quand même cool, ça. Mais ça, c'est, comme dit, peut-être le système qui a réussi à encourager ça, parce que il est plus aussi explosif qu'il l'était au tout début de carrière. Il a 33 ans, mine de rien. Mais c'est justement là où tu vois quand un mec de 33 ans, après 2 saisons un peu plus bof, fait son meilleur score au niveau des lancers francs et de la provocation depuis 2023, tu dis, ah ouais, c'est peut-être aussi un peu le système qui l'a aidé, sans doute. Et c'est vrai que c'est toujours été un peu sous-coté chez lui, à quel point c'est pas que du shoot, c'est aussi un peu d'explosivité et de la ligne droite, au moins, en drive. Donc, dans cet espace bien animé de l'attaque de Miami, ça a bien aidé. Et en plus, tu vois, j'ai regardé minimum 1500 minutes cette saison, et donc minimum 25% d'usage. Allez, il est à 24,9, mais moi je lui donne, pour le coup. Il est 11e meilleur de NBA à l'efficacité, tu vois. Donc c'est pas comparable avec d'autres mecs qui ont 33-35% d'usage, bien sûr. Donc oui, il est un peu plus efficace que, je sais pas, Mitchell ou des mecs comme ça, mais bon. C'est juste pour dire quand même qu'en termes d'efficacité, on est quand même très très haut. Et par ailleurs, pour compléter un peu le côté non-évolution par rapport aux Clippers, malgré All-Star versus pas All-Star, 69% de paniers assistés, donc on était à 68 l'an passé. En fait, on est quand même sur un registre, pour te rejoindre sur la création. Il a l'air d'être un créateur, et parfois il l'est pour lui-même, mais globalement, tu vois, on est à 70% de paniers assistés, donc c'est quand même plutôt aussi un finisseur comme tu l'as évoqué. Et bon, je voulais quand même parler de tous ces chiffres, et comme tu l'as fait aussi, parce que la saison est très très bonne. Mais c'est presque d'autant plus rageant de ce fait de voir comment est-ce que Miami a négocié l'intersaison. Giannis, c'est très bien, mais c'est quoi ce mystère de la prolongation d'Andrew Wiggins totalement. Je suis d'accord avec toi, comme je l'avais dit.
C'est incompréhensible. Cette manière de signer là, j'ai pas du tout compris. Ça te bloque complet. Oui. Et je pense qu'en plus, Powell, il aurait bien aimé rester chez nous. C'est vraiment un truc incompréhensible. Et j'aimerais bien un jour savoir la raison du pourquoi, du comment. Parce que tu te tues sur un joueur qui pourrait t'apporter énormément. Et je comprends toujours pas aujourd'hui pourquoi tu signes comme ça, quoi. En plus, pour Wiggins, ça aurait rien changé. À la fin, il aurait eu l'argent exactement pareil. Alors, je vais rappeler l'histoire, mais pour dire aussi, moi, c'est dommage parce que c'était sans doute le meilleur shooter qui restait de l'effectif, tu vois. Oui. Bon, on parlera peut-être de David Mitchell, mais Hero, qui était l'autre meilleur shooter de l'effectif pour moi, est parti dans le trade, évidemment. Et d'autres aussi, j'ai peut-être plus en tête, mais pour le coup, tu vois, c'était quand même le vrai très bon shooter et surtout à haut volume de cet effectif. C'est le seul qui a plus de 7 tentatives à 3 points par match. Et bon, t'en as, tu vois, qui font des bonnes saisons, mais Mitchell, c'est un petit volume de 3 par match. Voilà, c'est peut-être le seul qui a vraiment un vrai truc de vrai shooter à volume. Et pour rappeler l'histoire, donc, en effet, il y a le trade de Giannis, avec les éléments qui partent, mais après, il y avait Wiggins qui avait une option, une team option, je sais plus. Non, player, je crois. Player option pour l'an prochain. Bon bref, en tout cas, il avait une année en option pour l'an prochain à 30 millions, qui était les restes de son contrat, voilà. Et sauf que on disait, mais il pourrait très bien ne pas prendre l'option et prolonger pour plus longtemps, pour une plus grosse somme au global. Et notamment, ça pourrait permettre de lui donner beaucoup d'argent, mais de faire un peu baisser son salaire de 2027. Le faire passer de plutôt que 30 millions, lui donner, je sais pas moi, 60 sur 3 ans, mais du coup, l'an prochain, il serait pas à 30, il serait à 20, ce qui libérait de la place pour Norman Powell. Mais tu vois, c'est rigolo parce que même lui en a parlé. J'ai vu qu'il en a parlé récemment, Norman Powell en interview, en disant mais j'ai pas compris le Miami, ce qu'ils ont fait, j'ai pas compris pourquoi le Wiggins, le contrat est très structuré comme ça. C'est rare qu'un joueur, pardon, j'ai dit player, je fais mon Jean-Claude Van Damme, qu'un joueur parle de ça aussi ouvertement. Bon, du coup, Bobby Portis l'a attrapé par le col sur Twitter en disant moi je suis pas quelqu'un qui a été mis dans l'échange, voilà, une pilule à faire passer avec Giannis, hein, non, parle bien de moi et tout, mais tu vois, c'est l'incompréhension pour moi parce que c'était sans doute la meilleure option qu'ils avaient, de le re-signer autour des 18-20 millions, Powell. Et après, non, ils ont un peu fait n'importe quoi, et donc il est parti à Chicago. Mais j'ai un peu déçu presque de ce départ, parce que en tout point, ça a l'air d'être le joueur parfait pour non seulement à côté de Giannis, mais en plus pour cette circle offense, quoi. Parce que lui, le premier pas, il est quand même pas mal, le shoot aussi, donc bon. Et t'as plus de profil comme ça dispo. Donc, et comme tu disais, prolonger Wiggins à 20-20-20 au lieu de 30-16-17, ça aurait rien changé du tout dans l'histoire. Donc c'est pour ça que c'est incompréhensible. Oui, parce que pardon, en fait, ils l'ont prolongé, mais en ne touchant pas à l'année d'option. Voilà, c'est ça. Il sera quand même à 30 millions, et après, il sera 15 millions, je crois, les années d'après. Donc 30, 15, 15, et il sera super sur la fin, mais tu te bloques pour 27, quoi. C'est un peu con. Bah ouais, cette année, t'es tué, et tu perds Powell, qui était très bon. Et pour en revenir à son profil, en fait, je suis d'accord par rapport aux Clippers. C'est juste que c'était trop important chez nous cette année qu'il ait ce niveau-là et qu'il ait ce rôle-là. Et d'ailleurs, l'année prochaine, à Chicago, il n'aura pas un autre rôle, en fait. C'est un joueur qui pourra pas trop sortir de ce truc-là. Même en termes de volume, etc., je suis pas sûr qu'il puisse. Alors, peut-être qu'il va me montrer que je me trompe. Mais pour autant, dans ce qu'il fait, il est excellent. Et c'est ce qui nous a énormément servi, en tout cas cette année, surtout par son efficacité à 3 points, ça c'est clair. Hein. Ce qui serait marrant, c'est que donc il est parti signer à Chicago. Moi, ce que je pense, c'est que Chicago l'a signé pour voilà. Nous, on a de l'argent, on te fait venir parce qu'on peut proposer plus que tout le monde, et ensuite on va te rééchanger dans 6 mois. Ce serait drôle qu'il soit rééchangé contre Portis, tu vois, en février. Ça pourrait être honnêtement, il a même pas signé pour beaucoup, tu vois. Donc ouais, c'est 23 l'année, je crois, 25, je crois, c'est un truc comme ça. Mais c'est même pas tant que ça, tu vois. Et je pense qu'un joueur comme ça aurait peut-être accepté de re-signer pour entre guillemets que 20 à Miami, d'après ce qu'il a dit. Donc un peu dommage. Bah tiens, d'ailleurs, ma troisième stat du jour, moi, elle est un peu sur le joueur d'à côté. 41%, c'est le 3 points de Wiggins cette année. Bon, c'est un peu une stat prétexte pour en parler. Je voulais un peu te sonder aussi par rapport à ça. Donc c'est vrai qu'il fait quand même une top saison au shoot, 41% à 3 points. Sur le volume, c'est quasiment 5 par match. Voilà. Il fait aussi une belle efficacité au niveau du panier, 66% d'efficacité au cercle, première fois depuis 2023, lorsqu'il était encore role-player des Warriors, tu sais. Alors c'est pas l'année où il est All-Star, hein. C'est l'année d'après, il est encore très bon, et encore je crois qu'il est très bon, mais il fait pas mal d'absence cette année-là en 23. Mais bref, donc voilà, belle année à 3 points, belle année au niveau du panier aussi, et les pourcentages de panier assistés sont remontés, contrairement à l'an passé où il était un peu plus créateur à Miami à la fin d'année. Voilà, c'est remonté à la normale, les standards.
Cela dit, un peu bizarre, il provoque très peu de fautes, lui. Pour le coup, tu vois, on parlait du fait que les systèmes encourageaient des drivers et facilitaient la tâche à des drivers comme Powell, comme Pelle Larsson, on va en parler, ou des mecs comme ça, aller prendre des lancers francs. Bah, lui, moins. Donc bon, un peu étonnant, ça. Je ne saurais pas trop l'expliquer. Pourquoi est-ce que d'un coup, il a chuté à ce point pour un score qui est très faible en termes de lancers francs. Mais non, mais je voulais aussi mettre ça en lumière parce que maintenant, je pense qu'on est un peu plus tard dans la carrière de Wiggins. Et donc, si on fait le bilan entre 2021 et 2026, on a quand même 5 saisons, 39% sur 5 par match depuis 5 ans. Voilà, on confirme quand même l'aspect de shoot, je pense, d'élite sur du catch and shoot, évidemment. Mais tu vois, ce qui n'était pas forcément le cas en début de carrière. Hein. Moi, c'était un peu ça me freinait un peu au niveau de la draft et en début de carrière. En fait, il prend des pull-ups, il est pas si bon que ça au niveau des catch and shoot. Attends, je vais te calculer vite fait, mais entre 2015 et 2020, au niveau du shoot à 3 points, alors déjà, il fait aucune saison au-dessus des 35 ou 36, premièrement. Il est à 33% en carrière entre 2015 et 2020. Donc là, on a quand même une deuxième partie de carrière, on va dire, pour Wiggins qui s'affirme comme un top défenseur et en fait un top 3&D. Je pense qu'on peut le dire comme ça, c'est défense et 3 points en fait. Ouais, et puis même il a de la connexion, hein. Son côté connecteur est pas mal. Il apporte un danger. Il manque peut-être un peu d'agressivité encore, mais bon, enfin ça reviendra pas à 30 ans, hein, je pense pas. Hein. Ah, c'était déjà pas là à 20 ans, donc bon. Ouais, non, mais c'est ça. Mais malgré tout, si je me trompe pas, l'année dernière, quand je suis venu faire le bilan, j'avais été négatif avec lui, j'avais une stat négative. Là, cette année, on sort plutôt d'une saison positive, où en fait, il était dans son rôle. Voilà, maintenant, il faut l'accepter. C'est comme ça. C'est pas à 30 ans qu'il va changer. Andrew Wiggins, il est comme ça. Mais dans ce qu'il fait, il est bon. Faut pas s'attendre à plus. Mais dans ce qu'il fait, il est bon. Comme tu as dit, bon shooter. Il est capable de faire des passes correctes dans du mouvement. Il peut driver, même s'il manque d'agressivité, etc. Il va pas forcément aller au voilà. C'est un bon cutter. Il défend très bien, etc. Donc c'est vraiment un joueur de complément très bon. En fait, son problème, c'est qu'à côté, il n'avait pas de joueur élite comme Aluka ou un gars comme ça qui pouvait lui enlever un peu de responsabilité, en fait. Mais malgré tout, cette année, avec ce système de circle offense, il en a pas trop eu et c'est ce qui fait qu'il a été très bon aussi. Oui, et tu vois, on parlait de Powell, c'était important de garder Powell, je pense que c'était aussi important de garder Wiggins, en vrai. Donc c'est dommage qu'il l'ait fait de la manière dont ils l'ont fait, là-dessus on est d'accord, mais c'était quand même important de le garder, ou alors d'utiliser la valeur, tu vois, on pensait aussi potentiellement, je crois que les Lakers auraient été intéressés par un sign and trade, après ce que j'ai pu entendre. Bon, on savait pas qu'est-ce que tu obtenais en retour, mais ça aurait été cool, sur un sign and trade, vu qu'il était free agent, d'obtenir un truc en retour, mais c'est quand même bien. Alors, c'est dommage de pas avoir les deux. Ça aurait été génial, Powell et Wiggins. Mais c'est quand même cool parce que, en vrai, je le préfère quand même largement pour la défense. Oui, bien Wiggins, sûr. je pense que, voilà, à côté de Giannis qui aura quand même plus de ballons, tu peux te dire que bon, quitte à garder un des deux mecs entre Powell et Wiggins, peut-être que c'est la réflexion qui se sont fait de dire, gardons celui qui peut le plus exister off-ball aussi. Et c'est moins grave si on perd le créateur, entre guillemets, ou le mec qui est driver avec Powell. Donc, il est plus complet, hein. Et il t'apporte moins de problèmes, en fait, globalement. Vu que tu savais pas trop comment t'allais, je pense qu'en fait, tu savais pas trop comment t'allais compléter ton effectif aux côtés de Giannis, etc. Tu t'es dit, je prends celui qui me poserait le moins de problèmes, peu importe qui vient à côté. Et puis, bon, son agent a aussi bien négocié, hein, pour le coup, peut-être. Mais ce qui est bête, c'est qu'il suffisait juste de mieux répartir l'argent par an. C'est ça. Et t'avais le même argent à la fin, quoi. C'est juste que la solution paraît tellement simple que tu te dis, il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Sinon, c'est pas possible, en fait. En fait, moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, il y a une player option pour 2029. Donc, en vrai, il faut voir la prolongation de contrat comme juste une prolongation de 1 an. Donc, 2027, 30 millions. Là, il l'avait déjà. Mais... On a activé l'option, on l'a prolongé pour 28. Et ensuite, il sera de nouveau free agent en combien l'été 28, du coup. Tu vois, et je suis pas sûr qu'il active l'option pour 29 et il re-signera pour plus que 17 millions l'année. Il re-signera pour 20 millions l'année sur encore 3-4 ans. Tu vois, mais oui, c'est très bizarre, comme tu dis. Peut-être un truc qu'on sait pas. Ou... Tu te bloques complet financièrement parce qu'en plus, maintenant, notre proprio veut plus payer la taxe. Donc là, t'es bloqué. Et en récupérant Wiggins, tu te bloques sur d'autres choses aussi, tu vois. Ouais. Donc, je pense qu'il y avait mieux à faire. Mais bon. Mais tu sais, Andrew Wiggins, il me fait penser, c'est pas le même style de joueur, hein, pas du tout, mais son profil de carrière, il me fait penser un peu à Aaron Gordon à Orlando. Tu sais, le mec que t'attends, pendant plusieurs années, tu dis, il faut qu'il soit première option, il faut. Finalement, au bout d'un moment, tu te rends compte que ça va pas. Il prend un rôle un peu moindre, mais où il est bien meilleur, et tu te rends compte qu'il est fondamental dans certaines équipes, comme à l'époque à Golden State. Et moi, la refonte de Aaron Gordon, quand t'as connu ce qu'il était à Orlando, c'est fantastique. Et je trouve que c'est pareil pour Andrew Wiggins, quoi.
Donc, À ceci près que Gordon était quand même, en tant que prospect, un défenseur de fou et pas top créateur. C'est juste que pourquoi est-ce qu'Orlando il s'est inventé d'être un créateur, ça c'est un peu le mystère. ouais, je pense que c'est ce qu'on attendait de lui, tu vois, mais c'est là où ils se sont trompés. Mais du coup, il est revenu aux bases, Gordon, pour le coup. Comme Wiggins, t'espérais que ce soit une superstar. Est-ce qu'on attendait qu'il soit superstar? Ça dépend qui tu demandais. Si tu me demandais à moi, non. Ouais. Non, mais je sais qu'à l'époque, quand il était drafté, on en parlait beaucoup de Andrew Wiggins. on en parlait, les médias. Prodige athlétique, etc. Oui. Mais est-ce que le potentiel était vraiment là? Je suis pas sûr. Mais bon, bref, ne rencontrons pas le dossier Wiggins. En tout cas, on aime bien le joueur qu'il est actuellement. Tu feras pas pourquoi je me suis trompé sur Wiggins. Ah non, c'est pourquoi j'avais raison, ça pour le coup. Et les podcasts de l'écho des parquets sont encore disponibles, et les vidéos, les articles, etc. Mais non, mais je suis moins déçu parce que je m'attendais à moins. Et pour moi, c'est un peu le rôle qui lui était promis, mais bon. Donc je peux te lancer quelle est ta 4e stade du jour à nous présenter pour ce Miami Heat 2026. Ça y est, ma seule stat négative, elle est là. Vas-y. C'est 83. Est-ce que tu sais ce que c'est? Les pertes de balles par match de Kelly Ware. Non. C'est le true shooting plus de Nikola Jovic cette année. Ah oui, effectivement, je l'avais vu passer. Qui est clairement le pari raté. Hein. À un moment, il faut le dire. Hein. Quand on attend beaucoup, on voit du potentiel, mais qui vient pas. Je sais pas si ça viendra un jour, peut-être, mais on est quand même plus sur une tendance négative en ce moment, de voir qu'en fait, ça va pas. Et je pense que, malgré tout, il faut le dire, Spo, il est pas non plus toujours hyper sympa avec lui, dans le sens où, même si c'est un joueur qui est énervant parce qu'il fait des erreurs de débutant parfois, Spo, des fois, il va le faire jouer, une fois, il va être titulaire, l'autre fois, il va pas jouer du tout pendant 5 matchs, etc. Donc, je pense que quand t'es un jeune joueur aussi, c'est difficile de comprendre tout ça. Donc ça, c'est juste pour un petit peu de sa défense. Mais malgré tout, quand il joue, il est pas bon, quoi. Il est pas du tout efficace au tir, il a aucun rythme, il perd des balles énormes. Et quand je disais tout à l'heure que il fallait que sur le terrain, dans ce système-là, t'aies des joueurs intelligents qui comprennent ce qui se passe autour de lui, bah lui, c'est pas le cas, quoi. Il a des rotations qui sont ratées, il perd énormément de ballons pour son rôle. Et puis, en fait, il est pas efficace au scoring, donc tu peux pas le faire jouer, c'est tout simple. Et quand tu vois le contrat qu'on lui a donné, qui sur le moment était une bonne idée, tu dis c'est un joueur pas trop cher, c'est pas trop cher sur longtemps pour quelqu'un qui va exploser. Bah, quand tu vois qu'il explose pas, tu commences à te poser un peu de questions. Et quand on voit la place qu'il prend, alors c'est que 10% du cap, je crois, ou de tête, ou c'est 9 ou un truc comme ça. Malgré tout, tu te dis que tu pourrais avoir un meilleur joueur pour cette proportion-là. Donc ouais, on est déçu. Peut-être que ça viendra, mais pour l'instant, on est plutôt dans le côté où en fait, c'est un pari raté, c'est un joueur qui arrivera pas, et puis c'est comme ça, il faut l'accepter à un moment aussi, quoi. Donc, très déçu de la saison de Jovic. Disons que, alors, pour expliquer la stat que tu as évoqué, 83 de True Shooting Plus. Ah oui, True Shooting Plus, c'est l'efficacité relative à la moyenne, les stats en plus. Donc 83 pour aller à 100, la moyenne efficacité à 100, il est quasiment 20%, plus bas que la moyenne NBA en termes d'efficacité. Après, est-ce que, il y a un côté où juste panne énorme au niveau du shoot, le 3 points rentre plus, alors qu'il est rentré quand même pas mal depuis 2 ans, en 2024 et 25, 39% en 24 et 37% en 25. Alors, petit échantillon, on est d'accord, mais globalement, c'est un peu la promesse du shoot et du post 4, un post stretch. Mais je te rejoins aussi que, presque le côté sous-chauffe à 3 points, ok, c'est pas rentré, mais c'est sur un tellement petit échantillon, mais l'échantillon est aussi petit parce qu'il a été moins bon et donc moins joué. Peut-être la stat, c'est presque 800 minutes, la stat un peu clé, et je sais pas trop pourquoi. Je sais pas trop, parce qu'on était quand même assez enthousiasmé par l'éclosion, le début d'éclosion en 24 et 25 un peu, et qu'au final, on a un peu cette année un peu patatras, quoi. Je ne saurais pas trop l'expliquer, si ce n'est peut-être le côté peut-être un peu défensif décevant par moment, ou le côté driver qui est peut-être pas aussi à l'aise dans cette attaque-là, et où peut-être on a priorisé des profils plus petits et plus rapides pour cette transition, quoi. Ouais, malgré tout, il est mobile pour sa taille. Et en fait, pour moi, il y a plein de choses. Déjà, il y a le fait qu'il est quand même régulièrement blessé. Parfois, c'est des petites blessures, mais quand tu manques tout le temps des matchs par-ci par-là, bah, tu rentres pas dans les rotations. Et puis, je veux dire, à un moment, quand ça commence à tourner bien, tu dis, bah, tant pis, il jouera pas, c'est comme ça. Je veux dire, il a jamais fait plus de 47 matchs, tu vois ce que je veux dire, par saison. C'est quand même, pour un jeune joueur, c'est quand même assez inquiétant. Il y a ça. Il y a le côté, comme je disais, des pertes de balles. C'est quand même un problème par rapport à la responsabilité qu'il a offensivement. T'as les oublis défensifs, et je veux dire, quand t'es avec un coach qui est aussi rigoureux dans ces choses-là, à un moment t'es puni par rapport à ça. Donc oui, c'est décevant. Je suis pas forcément surpris, mais c'est décevant, quoi. À quel point tu penses que Spoelstra a été
juste ou un peu trop sévère dans ce côté disparition presque de la rotation? En fait, je pense que Spo, il est toujours trop sévère avec les gars. Mais c'est aussi ce qui fait que ceux qui s'en sortent, ils s'en sortent bien. Tu vois, genre des gars comme Gabe Vincent, comme Ayoud Smith qui vient de se faire couper. Là, si des gars comme ça ils réussissent à Miami, c'est parce que Spo, il est très dur avec eux. Alors après, ça fit pas à tout le monde. Effectivement, peut-être que ça va pas du tout avec aussi peut-être la culture européenne, et on a pas toujours eu des Européens. On est quand même un roster en général très américain, même si là c'était pas le cas ces derniers temps. Mais peut-être que ça fit pas trop avec eux. Mais Spo, il a toujours été très dur avec tout le monde, mais il fait pas forcément de différence avec Jovic ou Ware. On en parlera après, donc faut voir. Mais je pense pas qu'il fasse trop de différence avec Jovic. C'est juste qu'à un moment, quand ça fait quand même 3 ans, quand tu donnes pas forcément autant que tu devrais et que t'as des autres gars qui sont pertinents à côté, bah tu vois, Fontecchio, il va jouer plus que Jovic, parce que Fontecchio, il apporte quelque chose. Et oui, il est dur avec Spo, mais il est dur avec tout le monde. Donc c'est pas juste que Jovic est une tête de Turc. Et je pense que Jovic, même s'il comprend pas trop ce qui lui arrive, comme je le disais tout à l'heure, il est un peu frustré, je pense, et je peux le comprendre aussi. Mais il faut que lui soit meilleur, en fait. C'est malheureusement dans une ligue comme ça, c'est comme Evan Fournier disait. Evan Fournier disait, de toute façon, dans cette ligue-là, si t'es pas bon, t'es cuit, quoi. Peu importe qui t'es, sauf si t'es LeBron James, etc., que t'es pas bon 2 semaines. Mais sinon, t'es mort, quoi. Tu peux pas te permettre. Et Jovic, malheureusement, c'est le cas. Oui, et après, il a que 23 ans, je crois. Il avait 22 ans cette année. Il vient de faire les 23. On est encore très loin d'abandonner le projet. Hein. Là-dessus, on est d'accord. Et puis même, en vrai, même les stats qu'on pourrait trouver pour sa saison, bah, comme c'est que 800 minutes, un rôle tellement spécial et tellement petit échantillon que j'avoue que j'étais un peu embêté de savoir quoi sélectionner. Si ce n'est donc cette impression générale, autre que les stats, donc de dire, bah ouais, c'est vrai que c'est un peu coincé. Et il faut dire aussi que d'un point de vue contractuel, en fait, Miami lui avait déjà donné un contrat de manière anticipée l'été dernier, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ça, ouais. Le contrat rookie, c'est 4 ans, mais au bout de la 3e année, tu peux négocier pour un contrat, le contrat d'après. Mais ce qui fait que, en fait, il était un peu compliqué à échanger parce que malgré l'échec de son année, il est encore jeune, je pense qu'il aurait intéressé du monde. Mais Miami aurait presque pu gagner en flexibilité salariale, en tout cas pensait-on, mais sauf que non, parce que en fait, il faisait partie de ces contrats qu'on appelle poison pill. En fait, quand tu signes un contrat de manière anticipée, pour pas que les franchises donnent des contrats et ensuite les bazardent après, il y a une règle qui fait que Jovic, s'il partait de Miami, l'équipe qui le recevrait, ce serait le gros nouveau salaire qui entrerait en compte. Mais pour Miami, ce ne serait que son petit contrat actuel qui sortirait. Voilà, c'est un peu pour dissuader un peu les équipes de donner plein de contrats de manière anticipée et puis après de bazarder comme ça. Voilà, il y a pas on se pose pas la question. Mais ce qui fait que, tu vois, par rapport à Giannis en février, c'était compliqué de l'imaginer là-dedans parce que ça marchait pas trop au niveau finance, quoi. Milwaukee recevait beaucoup, mais ça libérait pas tant que ça d'espace pour Miami et pour plein de trades et même au niveau de l'été, là c'était plus facile cet été d'officialiser avec donc son nouveau contrat. Je crois que c'est 16 millions, non, 16-17, un truc comme ça. Ouais, là c'est 16, mais après c'est 14, 15 et 16. Mais en sortant d'une année à ce point cata et un contrat, c'est pas très cher, mais un contrat qui démarre à peine de je crois 4 ans et un joueur qui est à ce point décevant, c'est pas maintenant que tu dois le refourguer. Ou alors une équipe aurait été amoureuse du profil, disait non, nous on le veut absolument. Là ça aurait été une aubaine, mais je pense qu'il peut faire partie un peu des dominos qui vont tomber en cours d'année pour gagner encore plus de flexibilité, ou tu mets un pic avec Jovic pour récupérer à Charlotte Royce O'Neal, tu vois, ou une connerie comme ça. Je pense que on peut imaginer un truc comme ça, je pense. Voilà, je pense que là jusque 2030, de toute façon il est sous contrat. On est un peu déçus. Sur le moment, la signature elle pouvait être intéressante parce qu'on avait vraiment des grosses confiances dans son profil. Là, on est un peu plus calme après cette année. Peut-être que ça reviendra, mais on n'est pas sûr. Mais en attendant, je suis assez d'accord avec toi sur le côté. Toi, tu parles souvent de rétention de valeur. Et en fait, là, en fait, t'as un gars qui a un contrat moyen, qui va pouvoir fitter dans n'importe quel pack que tu vas utiliser pour un trade. Donc en fait, c'est pas non plus quelque chose de catastrophique. C'est pas un gars qui a 30 millions ou 40 millions, etc. Donc il y aura des possibilités, mais nous on est plus déçus par rapport au côté pas financier mais sportif, quoi, en fait, parce qu'on y croyait. Ah oui, bien sûr. Encore une fois, ça reviendra peut-être, hein, mais pour l'instant on est plutôt du côté un peu, en fait, c'est le joueur qu'il est, point, c'est comme ça, et ça nous convient pas. Bah, j'aimerais quand même bien le voir ailleurs avant d'avoir un avis plus définitif. Ah oui, ouais, moi aussi, avec un autre coach qui est un peu plus et pourtant Spo, je veux dire, il a quand même sorti des mecs
Tu te dis que ça va pas expo, c'est quand même dur de voir que ça aille à quelqu'un d'autre, mais en fait, des fois, humainement, ça fit peut-être pas. Non, hein, oui. je sais pas. Et puis il y a des fois, c'est pas des généralités il aime pas tel type de profil, ou parfois c'est juste ça marche pas, et puis c'est comme Ouais, ça, ça où marche le pas, ça marche joueur pas. est un peu jeune. Mais il a quand même montré de bons trucs à Miami quand il avait 20 ans et 21 ans. Donc là, l'année 22, moins bon. J'ai quand même envie de le voir ailleurs. Et puis s'il échoue ailleurs, là on dira c'est dommage, échec du profil, mais il est encore tellement jeune. Mais ouais, ce sera à voir. Après, tu vois, sur le côté contrat, paradoxalement, en fait, ça paraissait, et ça a été pendant longtemps dommage d'avoir proposé ce contrat de manière anticipée. Au final, imagine, il était free agent là cet été, après son année Kata. Je pense que tu perdais un gros contrat, quoi. Tu perdais un contrat tout court, et tu aurais pu tu le re-signer pour pas cher, mais bref. Donc ça fait quand même une cartouche future, on peut le dire comme ça. Ou alors il pourra de nouveau être bon, mais j'avoue que dans une équipe où tu as déjà Giannis et Bam, un mec qui est pas mal à 3 points, mais qui a pas non plus un volume de fou là-dessus, tu vois, pour la défense, je pense aussi que si tu as un front de courte avec plutôt Wiggins à côté de Bam et Giannis, tu peux faire pas mal de choses en termes de polyvalence, schéma agressif. On le verra ailleurs. J'espère qu'on le verra ailleurs, en tout cas. Jovic, c'est un peu le truc. Tiens, vu que tu parles un peu de joueurs comme ceux-ci qui ont été un peu décevants, peut-être tu me diras. Moi, j'ai 1,27, c'est les points par tir de notre ami Tyler Hero en fin de drive. Donc, c'est pas si décevant que ça, hein, 1,27 points par tir sur les tirs en fin de drive. Alors, lay-up, flotteur, mais aussi lancer franc. Dans la productivité globale, c'est 9e meilleur de NBA. Parmi les gros drivers à plus de 10 par match. 9e meilleur de NBA. Et en plus, tu vois, il le fait avec un score au niveau des lancers francs qui est assez ridicule. Hein. Il a un shooting foul percentage de 8% à peine. Voilà, la moyenne est autour des 10-12 plutôt, et voire même un peu plus. Les tout meilleurs de NBA sont autour des 20. Voilà. Donc, grosso modo, il est élite sur drive, alors que il ne provoque pas de lancer franc. Donc, c'est quand même assez étonnant. Et ça montre aussi à quel point est-ce que son jeu, c'est que du toucher de balle. Voilà, pour le simplifier, c'est je drive et toucher de balle à la fin pour la finition. Moi, c'est ce qui m'avait fait tomber un peu amoureux du joueur à l'époque, quand il fait son run de playoff avec Miami en 2020. Là. C'est quand même fabuleux, un cocktail de qualité. Exactement. Et qualité athlétique qui était très cool, de changement de direction, etc. Et en plus, donc ce toucher qui était fabuleux. Donc là-dessus, ça se confirme, tu vois, 68% au panier, mais surtout 53% dans la zone des flotteurs. Donc là, voilà, il faut un bon toucher pour ça. Et la nuance que je mettrais par rapport à ça, c'est déjà, ce n'est que 33 matchs, donc échantillon un peu réduit, que 1000 minutes. Mais non, mais l'autre aspect, c'est aussi à quel point est-ce que ces drives sont tous des drives je vais pas dire de qualité, mais des drives très difficiles de demi-terrain. Je ne suis pas sûr. Dans cette stat des drives, sont en fait aussi inclus tout ce qui est transition. Donc une attaque de transition, c'est compté comme un drive s'il va au panier. Mais bon, c'est pas un drive de demi-terrain. Et pareil aussi pour tout ce qui est spot-up. On a dit que Miami était l'équipe qui faisait le plus de spot-up par match, donc des situations en réception de passe où soit tu shootes ou soit tu drives après le spot-up. Et je pense que, tu vois, il y a un côté où il y avait pas mal de drives qui étaient un peu des drives de finition, avec déjà un décalage qui a été créé pour lui. Donc bon, il y a de quoi un peu nuancer sans doute, hein, ce côté efficacité et sur-efficacité sur drive, où évidemment que c'est pas à mettre sur le même plan que l'efficacité du Doncic sur drive, voilà, ou que SGA, bien sûr. Ouais, bien sûr. Et l'autre problème de son jeu, c'est aussi que, en fait, tu vas dans la répartition des tirs, 12% de tirs au panier et 37% dans la zone des flotteurs. Bon, on l'a toujours connu comme ça, hein, Hero, mais là, on a une version encore plus caricaturale, j'ai envie de dire, avec cette répartition de tirs de à peine 12% de tirs au cercle et 37 sur les flotteurs. Le problème, c'est que, enfin, tu pourrais te dire, il n'y a pas de problème, vu qu'il est très très bon dans les flotteurs. Oui, il est très bon, mais sauf que être très bon dans les flotteurs, c'est être à 54%, alors que être moyen au panier, c'est être à 68%. Donc, le calcul est très facile, quoi. Si tu prends 37% de tir qui donne 0,54 de points par tir tenté, et bref, je ne vais pas te refaire le calcul de rentabilité, mais c'est pour ça qu'il plafonne un peu au niveau de l'efficacité. Il est seulement à, je crois, plus 4, plus 5% relatif à la moyenne. C'est bien, hein. Mais disons que, vu ses qualités de finition et de toucher de balle, et en plus il est bon à 3 points aussi, pour le coup, avec un profil de tir qui serait différent, je pense qu'on aurait potentiellement avec Hero une star de création et qui irait gratter les plus 10% et pas seulement plus 4, plus 5. Mais en même temps, j'ai envie de dire, est-ce que la stat principale, c'est juste que, en fait, c'est le héros d'habitude, quoi. C'est un héros qui va pas au panier et c'est un peu peut-être le problème du profil, quoi. En fait, 106 de true shooting plus, ce serait pas forcément dérangeant s'il y avait autre chose. Mais le problème, c'est que son profil, il est extrêmement basé là-dessus. Donc, si t'es pas non plus élite dans le seul truc où t'es bon, ça peut poser un peu plus de problèmes. T'es pas fan du passing, toi, alors, c'est ça? Ah, si, beaucoup. Si. Non, ouais, je parlais scoring. Enfin, j'avais notamment le côté défensif, quoi, en tête. Ah oui. Non, le passing, je trouve que même parfois, il est un peu sous-coté par certaines personnes. Ouais, je suis d'accord sur les drives, notamment, je trouve ça dommage parce que c'est un excellent shooter au lancer. Donc, c'est dommage quand tu
t'arrives pas à en récupérer alors que t'es excellent dedans, quoi. Ça, c'est clair que là-dessus. Mais ouais, moi, comme je te disais, je sais plus début du podcast ou en off, sur 33 matchs, j'ai vraiment du mal à juger la saison de Tyler. Bien sûr. Et en plus, pour être totalement honnête, vu comment ça s'est terminé, je sais pas si j'arriverai à être complètement objectif sur sa saison. Alors justement, on peut faire un bilan du passage de Hero, pas seulement de sa saison, mais quel bilan tu tires au final de cette émergence un peu surprise au début, et finalement c'était quoi la carrière de Hero au Heat? Bah, j'ai l'impression que c'est un peu un gâchis du Petit Prince, quoi. Tu vois que ça s'est terminé un peu en eau de boudin avec un mec qui devait être un peu voilà, c'était pas une première option, ce sera jamais une première option pour moi, mais d'un mec, d'un lieutenant, ça devait être le gars avec qui tu gagnais aux côtés de Jimmy et Bam un titre. Ça devait être ça. En plus, il est pas là sur le run 23, je crois, en plus. Après, de tête, je sais même plus. Il est quand ça va en finale, il est pas là, il me semble. Hein. Ouais, mais il est tellement blessé aussi. Il est régulièrement blessé, Tyler. C'est ça qui est chiant aussi. Et puis, je pense que c'est un mec qui a un ego peut-être un peu trop important. D'ailleurs, c'est pour ça que tout le monde s'est pris la tête avec lui sur la fin. C'est un peu... Y compris la main de Bam. Hein. La main de Bam s'est pris la tête de Hero aussi. Enfin, tu vois, connaissant Bam, faut vraiment aller loin pour que lui aille aussi loin. Tu vois ce que je veux dire? Oui, alors après, mine de rien, que la NBA dise rien et que la franchise dise non, mais tu peux taper un mec, pas de problème, ça je trouve ça quand même un peu plus scandaleux, quoi. Peut-être qu'il est pénible, un Héros, mais de là à ce que, grosso modo, tout le monde cautionne, non, t'as le droit de frapper un mec, bon. Non, et que je sois clair là-dessus, je suis complètement contre la violence, hein, c'est clair et net. Évidemment. Mais je veux dire, pour pousser Bam à atteindre ce truc-là, c'est déjà qu'il faut être insupportable. Mais ouais, moi je suis un peu déçu de l'histoire, quoi, parce que ça devait tellement mieux se passer. Mais du coup, c'est un peu dommage, quoi. Je pense que lui se mettait un peu au niveau de Bam en termes de statut, et peut-être ça qui l'a frustré quand la franchise a dit Bam est intouchable et toi non. Et bon, après c'est l'histoire d'ego. Après, tu vois, en vrai, l'ego, alors je sais pas que ça déborde, hein, mais que les mecs en aient un peu plus que le commandé mortel, j'ai envie de dire c'est bien, parce que c'est comme ça que tu réussis, tu fais une carrière aussi, mais après il faut le cadrer, quoi. C'est là où on arrive à certains problèmes. Je pense que même il t'en faut pour réussir dans la ligue, en fait. Mais en vrai, le bilan que j'aurais, moi, de Hero, c'est quand même un peu une pointe de déception, mais presque par rapport aux blessures, moi, j'avoue. Parce que moi, j'avoue que je suis très très fan du profil quand il émerge un peu. Je le connaissais pas trop, hein, côté Kentucky, si ce n'est qu'il avait été parmi de stéréotypage, on disait que c'était un shooter en sortie d'écran, alors que pas du tout. C'était un porteur de balle à Kentucky même déjà. Mais bref, mais non, mais il y a quand même pas mal de choses à aimer. Le passing, le toucher de balle de folie, qualité athlétique. C'est pas un mec qui est grand, puissant, costaud, vertical et premier pas rapide. Mais c'est un athlète qui est, je trouve, très très bon. Ouais. Par contre, peut-être le problème, c'est qu'il est très cool en créateur et très cool en joueur offensif, mais peut-être pas au point de dire le compromis défensif immense, on l'accepte. Tu vois, je pense qu'il y a des joueurs comme ça, je ne vais pas dire Luka Doncic quand même pas, mais il y a des joueurs très young, tu dis bon, la défense c'est un compromis, mais on l'accepte parce que c'est à ce point un moteur d'équipe à lui tout seul presque, alors que je pense que Hero est peut-être un chapeau en dessous de ce truc-là. Donc c'est là où c'est toujours un peu compliqué. Mais du coup, quand même, il produit beaucoup. C'est un moteur offensif, pas principal, mais pas mal. Mais tu donnes un gros salaire. Mais est-ce que le gros salaire, du coup... Enfin, tout est compliqué ensuite. Et c'est là aussi où je pense que Miami a peut-être fait une bonne opération au final. Parce qu'il l'échange à 33 millions. Donc ça fait marcher un peu le trade de Giannis. Et qu'en plus, t'as pas besoin de le prolonger. Alors qu'on craignait sans doute à Miami le côté combien il va demander en prolongation, non? Complètement. C'était vraiment j'ai plus l'expression en tête, mais le cheval qui arrivait l'année d'après et qu'il fallait absolument régler avant. Mais c'était vraiment le truc qui allait mal se passer. En fait, tu voyais que le truc arrivait et que c'est mieux que ça se termine comme ça. Ça s'est pas hyper bien terminé, mais ça se termine mieux que si ça avait été l'année prochaine, je pense. Parce que Miami ne voulait pas lui donner... Honnêtement, je pense que Miami voulait pas lui donner le contrat que lui voulait. Parce que tout à l'heure, tu disais que je pense que lui se met au niveau de Bam. Je me demande si même lui se mettait pas au niveau de Jimmy à l'époque, tu vois. En fait, tu penses carrément? Ouais, en fait, je pense qu'il a vraiment un ego hyper important. Et c'est ce qui fait aussi son côté sur le terrain. Quand il va te mettre un buzzer beater, il va te regarder, et il va mal te parler, etc. Il y en a plein dans la ligue des gars comme ça. Hein. Mais comme tu disais, son côté défensif est problématique parce que c'est pas un gars qui est élite non plus. Et il avait pas En fait, il n'a pas le profil pour un mec qui méritait le contrat que lui voulait. Et on arrivait sur un gros problème avec Miami. C'est bien qu'on l'ait échangé avant. Malgré tout, ça reste un très bon joueur de basket, tu vois. C'est ça qui est fou. Ah bah évidemment. Ouais. Et vraiment, je pense que sur l'aspect offensif, peut-être un peu sous-coté par beaucoup. Parce que tu vois, il y a un côté on-ball et off-ball qui est intéressant aussi. Hein. C'est clair. L'aspect de shoot d'élite, je pense, à 3 points. Donc, un peu le côté skills complémentaire à côté de créateur.
c'est très cool. Mais bon, en effet, alors, il est retourné au Wisconsin où c'était une légende de Wisconsin à l'époque de high school. C'était un immense joueur de Wisconsin, donc à Milwaukee, il va s'éclater. Ou alors, moi surtout, ce que j'espère un peu secrètement pour lui, je pense que le meilleur scénario, ce serait, tu vois, s'il pouvait arriver à Détroit. Ça lui ferait du bien. Hein. Peut-être pas cet été, mais un trade en cours d'année ou plus tard. Mais je pense à Détroit parce que je pense à une équipe qui, bon, tu me diras, il y a déjà Duncan Robinson, mais un peu une équipe où grosso modo il y aurait que des top défenseurs et lui serait un peu le seul maillon faible. Je pense que c'est un peu comme ça qu'on pourrait le voir. En plus Détroit parce qu'il y aurait un peu du shoot. On sait que la piste, je parle de Détroit parce que la piste était un peu activée apparemment depuis quelques semaines. Potentiellement on pouvait agrandir le trade et envoyer Hero à Détroit. Mais voilà, je pense qu'il y a des équipes comme ça. Tu vois, Orlando aussi, une équipe comme ça pourrait être cool si on pouvait l'insérer là-dedans, sachant qu'il y a que des bons défenseurs à côté. Ça, tu vois, un échange Jalen Suggs Hero, quoi que tu me diras, bon, j'en sais rien. Mais voilà, on verra bien où est-ce qu'il atterrit, en tout cas, et on verra aussi le prochain contrat. Hein. Après, si ça arrange Détroit, nous, on veut bien récupérer Duncan Robinson. Hein. Tu sais que ça s'est murmuré en plus. Hein. Oui, ça je sais, c'est pour ça que je l'ai dit. En fait, ce serait tellement... C'est marrant, parce que ce serait tellement le joueur qu'il nous faut maintenant. C'est ça qu'il faut. Et en vrai, on n'a pas parlé, mais Milwaukee qui arrive à vous refourguer Portis dans le trade de Giannis, c'est quand même pas mal ça aussi. Hein. Ouais, après, moi, c'est pas un joueur que je... Enfin, tu vois, je préfère prendre Portis que Kuzma. Je préfère Powell que Portis. Ah oui, bah moi aussi. Oui. Alors, si tu parles de ça, oui. Non, ça c'est clair. Ça c'est clair. Mais non, après, il fallait aussi un peu lâcher des trucs. Hein. Je veux dire, on n'a pas non plus... Voilà, même si on a donné beaucoup de joueurs auxquels je tenais, malgré tout, on récupère Giannis, quoi. Il y a un moment, il faut accepter aussi. Juste pour terminer sur Tyler, un tout dernier truc. Je pense qu'il a un gros problème, ce gars, mais qui pourra jamais changer, malheureusement. C'est qu'il a des petits bras. C'est son gros point faible, ça, en fait. Mais bon, ça, malheureusement, c'est comme ça. Profil T-Rex, évidemment. Et c'est vraiment aussi la raison pour laquelle il n'est pas aussi bon au cercle, c'est ça en fait. Il se fait contrer facilement. Ah oui. Oui, alors il y a aussi le côté carrure où il a les épaules quand même assez resserrées. Je pense pas qu'il puisse prendre de la masse. Et d'ailleurs, il l'a pas pris. Mais tu vois, contrairement à parfois des prospects fins, mais qui ont des larges épaules, on sent que la charpente peut être remplie. Lui, pas trop. Du coup, je peux te lancer. Quelle est ta 5e et dernière stat du jour à nous présenter pour ce Miami Heat 2026? Moi, ma dernière, c'est 4,19. C'est l'assist turnover, enfin l'assist perte de balle, le ratio de Davion Mitchell, qui est 18e de la ligue et associé au 39,5% de réussite à 3 points, s'il vous plaît. Et c'est incroyable parce que quand on avait fait le bilan l'année dernière, je me rappelle, on avait parlé de lui en positif. Mais moi j'avais dit en tout cas, malgré tout, c'est une toute petite fenêtre sur le playoff, le gars il va redescendre sur terre. Bah en fait, il est pas redescendu. C'est ça qui est dingue pour un joueur que personne ne voulait, qu'on a échangé contre PJ Tucker. Faut quand même le dire, hein. PJ Tucker et ses 3000 chaussures là. On récupère un joueur élite dans son rôle. C'est un joueur de rotation, un role player, mais qui est élite de chez élite. Défensivement, à 3 points, c'est ce que t'attendais de lui. Ça va pas être un créateur comme Tyler Hero, hein, mais malgré tout. Et surtout, moi, c'est ça qui m'a vraiment surpris parce que le côté réussite à 3 points, je l'avais vu sur un tout petit échantillon, mais je l'avais vu. Je pensais pas qu'il allait tenir, mais tant mieux. Mais surtout, moi, ce côté créateur, je veux dire, c'est quand même un mec qui a été capable de faire des passes fantastiques cette année. Pas non plus en énorme volume, mais quand il fallait les faire, il a réussi à les faire. Et surtout, il perd pas trop de ballons, quoi. Et quand t'as un mec qui est aussi efficace défensivement, en réussite à 3 points et en création balle en main, ben, pour ce salaire-là et pour ce rôle-là, je veux dire, tout le monde en voudrait, ces gars-là. Donc, vraiment excellente saison de Davion Mitchell cette année. Le salaire, c'est Miami qui l'avait re-signé déjà l'an passé pour 2 ans, je crois. 2 ans et 12 millions, 11 millions, un truc comme ça, il me semble. Je sais plus, maintenant tu me mets le doute, je sais plus si c'était cette année ou l'année dernière, mais peut-être l'année dernière, ouais. Mais parce qu'en fait, draft 2022, il est top 10, je crois, à l'époque. Donc, plus 4 ans, ouais. Bon, bref. Bon, là, il sera sous contrat cette saison encore, à 7% du cap. Pour un mec comme ça, c'est top, quoi. Franchement, c'est génial. Bah, je pense que c'est un des mecs qui a le plus profité des nouveaux schémas, notamment parce que, comme dit, c'est un mec un peu plus petit, mais qui a un premier pas explosif. Donc, dans tout cet espace, et quand c'est bien animé autour et que tout le monde bouge, donc les défenseurs sont obligés un peu de bouger aussi, bah, tout cet espace lui a profité. Et la stat clé, c'est le 3 points aussi, parce que tu vois, l'an passé, on disait, bah, c'est cool, mais une surchauffe de 45% sur 30 matchs, bah, c'est ça, bon, ouais. bah, c'est peut-être à voir, quoi. On va peut-être pas encore le graver dans le marbre, parce que 30 matchs, et surtout
45% pour un mec qui était pas un shooter du tout, c'était ça le problème, pour ça que Sacramento s'en est débarrassé. Voilà, ça demandait confirmation, et donc là on est sur une saison à 40% ou 39% sur 3 par match, ça fait un échantillon de 228, donc on attend quand même un plus gros échantillon pour encore plus confirmer, mais ça a l'air d'être pas seulement un petit passage sur chauffe total de 30 matchs de l'an passé, quoi. Et si ça peut se confirmer, c'est quand même génial. Moi, la stat que j'avais aussi sur lui, pour le coup, c'était... tiens d'ailleurs, non, avant ça, tu vois, le toucher, 51% sur les flotteurs, ça semble quand même un peu confirmer que... Tu vois, ça colle avec le côté shoot, quoi. Si les mecs mettent aussi ses flotteurs avec ce toucher de balle, c'est aussi un bon indicateur de shoot, et donc du jump shot, ça peut être encourageant. Non, la stat que j'avais, j'ai cité tout à l'heure, c'est le 57% de passes en fin de drive, donc le plus haut de NBA avec une marge assez énorme. Et donc, du coup, on peut le reformuler autrement aussi. Le ratio de playmaking que j'aime bien citer, donc le ratio entre l'assist percentage divisé par l'usage percentage, donc à quel point tu fais des passes relatifs à ton nombre de ballons. 1,64 de ratio, c'est le premier de NBA. Voilà, c'est un score de vrai winner pass first. Donc c'est aussi là-dessus où je pense que il a été très utile. C'est pas tant pour le scoring, ou le côté drive et pick and roll de lui-même, etc. C'est atteint un peu, comme on a dit tout à l'heure, le premier déstabilisateur peut-être des défenses, avec on donne de l'espace, tu attaques dans l'espace, tu ressors, et puis ça engendre un peu, ça crée un peu ce mouvement de chaîne ensuite, de un petit décalage qui va être amplifié par d'autres drives, d'autres mouvements, et ainsi de suite. Et donc voilà, on a une saison de défenseur plus meneur pass first, plus un petit shoot. C'est vrai qu'à ce tarif, ça peut être génial, quoi. Ouais, et pourtant, il y a plein de choses qu'il sait pas bien faire, hein, mais ça se voit pas parce qu'il les fait pas. C'est aussi une intelligence de jeu de sa part à lui et de Spo voilà, parce qu'en fait, même sur transition, il a pas été hyper efficace. En ISO, c'est pas un très bon joueur non plus, etc. Sur spot-up cette année, comme tu l'as développé tout à l'heure sur le côté spot-up par rapport à cette circle offense-là, il a été très bon cette année, et c'est ce qu'il a fait le plus. Et en fait, il fait partie des joueurs, tu vois, on dit toujours, ah ouais, mais c'est un jeune qui fonctionne bien à Miami, faites attention s'il va dans une autre équipe, comme Gabe Vincent, typiquement. Lui, il fait partie de ces joueurs-là. Mais tant qu'il a ce niveau-là, tu veux absolument pas qu'il parte, en fait. Il est trop important. Puis ce qu'aime bien ce genre de belles histoires, parce que c'est quand même pour moi une belle histoire. Je pense qu'il n'y avait pas tant que ça, voire même très très peu de contexte où il pouvait, qui était idéal pour lui en termes de fit tactique. Tu vois, je pense que si tu le catapultes, je sais pas moi, au Knicks ou d'autres, ou chez les Sixers qui font du drive, mais pour scorer, tu vois, dans la wave offense de Nick Nurse, ça donne pas les mêmes résultats, où il a un rôle plutôt réduit. Là, il tombe dans quand même un peu un des seuls contextes où il n'y a pas de meneur, créateur, il n'y a pas de mec héliocentrique, et en plus un style de jeu qui colle un peu à ses qualités, et donc qui n'amplifie pas non plus ses défauts. Donc c'est bien de voir un mec qui n'aurait peut-être a été drafté un peu trop tôt, on est d'accord, hein. Même à l'époque on le disait que c'est un peu trop tôt de le prendre top 10 ou je sais pas combien il a été, mais c'est quand même une belle histoire de le voir un peu réinventé, donc en plus si le shoot vient, ça peut être très cool, donc voilà. Effectivement, David Mitchell, tiens, un 5e stat du jour pour moi, on n'a pas parlé de lui, alors un peu au tout début de podcast, mais tout de même, à 95 moi, c'est le True Shooting Plus de Bam Adebayo. Je voulais un peu en parler un peu plus en détail parce que, on a parlé des 83 points, mais sur la saison, le reste de la saison, on va dire, au-delà de ce match-là, 95 de True Shooting Plus, donc 5% plus bas que le score moyen de NBA, qui est fixé à 100, évidemment, 95, sur un usage de 24%. Donc pas un gros usage, encore une fois, c'est pas un volume de responsabilité qui est très gros. Je crois que c'est en dessous d'ailleurs de Powell ou de Hero aussi. Donc voilà, pas un gros volume de responsabilité. Et pour dire, minimum 1500 minutes et minimum 24% d'usage en termes d'efficacité sur ce scoring, donc vu que c'est ça un peu mon propos, 40e sur 46, voilà, 40e joueur sur 46 joueurs avec un certain usage en termes d'efficacité, c'est quand même pas top. Ce qui est marrant, c'est de voir que au panier, ça bouge pas trop, il est à peu près au même pourcentage de réussite au panier, tout en étant tout aussi peu assisté au panier, tu vois, c'est pas comme si le système de Miami lui a offert plus de transitions, plus de cuts faciles, etc. Il est tout aussi assisté, et 68% plutôt que 70%, bon, voilà. La fréquence au panier d'ailleurs ne bouge pas trop, donc c'est peut-être là où c'est un peu dommage de dire, mince, est-ce que ce système n'aurait pas pu offrir plus de tirs faciles par moment à Bam au niveau du cercle? Bon, ça n'a pas trop été le cas. Les post-up, ça bouge pas trop, de 0,82 même ça augmente un peu, jusqu'à 0,96 points par possession, donc ça augmente un peu, mais bon, c'est 2 possessions par match, c'est pas énorme. Isolation, ça baisse un peu, mais là encore pas de manière notable. Alors pourquoi est-ce que d'un coup il est pas efficace alors que je viens de citer tout ça? C'est la vraie stat, c'est peut-être celle-là, c'est 5,5, c'est les 3 points tentés par match, et c'est la vraie évolution de son jeu. Bon, il l'aimait pas cette année, donc 32%, donc c'est pour ça qu'il est pas efficace au global, tu vois, pour ça qu'il est en dessous de la moyenne. Mais je trouve ça assez intéressant et assez notable, hein, vraiment, le fait qu'en 2 ans, il soit passé de 0 à 5 3 points tentés par match. À quel point n'était-ce pas là aussi une stratégie du hit de dire tiens,
prends les 3 points, commence à les shooter, comme ça quand Giannis va arriver, tu seras au moins un peu shooter. Je ne sais pas, mais disons que là on a commencé le projet, on avait déjà un peu commencé l'an passé, je crois qu'il en prenait 2 ou 3 par match l'an passé, là on est à plus de 5, bon il les met pas. Maintenant la question c'est est-ce qu'il pourra au moins les mettre à un taux minimum, ça reste la question, ou est-ce que juste il va continuer à les tenter et non ça viendra jamais, c'est pour moi l'interrogation à propos de son profil, mais si tu rajoutes un catch and shoot minimum potable à ce profil de défenseur ultra polyvalent et défenseur d'élite, on l'a même pas encore explicité, mais défenseur d'élite, ça devient tout de suite plus cool, quoi. Ouais, ça reste. En fait, moi, l'adjectif qui me met en tête par rapport à son 3 points, c'est intriguant. On sait pas encore trop, mais c'est intriguant. Parce que si ça peut venir, ça va être super. Mais non, il fait une bonne saison. Bam, nous, on a été un peu déçus, notamment défensivement au début. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien. Pas top 10 deep boy, ça lui est pas arrivé souvent. Mais on était un peu déçus au début, ça s'est bien remonté après, quand même, il a bien pris son rythme, etc. Mais malgré tout, en fait, il fait du Bam Adebayo, tout simplement. Et ça reste de très loin notre joueur le plus important. De très loin, il n'y a même pas de débat là-dessus. Je veux dire, sans lui, on est à la rue complet, défensivement, puis même offensivement, on n'est même pas hyper bon quand il n'est pas là. Donc, c'est notre pierre angulaire, et heureusement qu'il est là, quoi, parce que sinon, on aurait été bien plus bas au niveau du classement. Donc. 2025, 10e au DPOY, mais pas dans les All Defensive. 2026, 11e au DPOY, au vote, mais dans All Defensive Second Team, voilà. Le mystère des votants. Ça veut tout dire. Toujours très bizarre, mais non, mais voilà, c'est quand même plutôt un All NBA pour moi, de par la défense, assez clairement. Oui, bien sûr. Ensemble, depuis 2-3 ans, je râle sur toi et sur Bam par rapport à la création. Moins il crée de choses, plus ça me va. Mais par contre, c'est pas pareil pour un catch and shoot, tu vois. S'il peut avoir un catch and shoot cool, c'est un peu un skills complémentaire à côté de créateur. Et c'est pas tant les fameux fadeaway au poste bas qui m'énervent un peu et qui sont pas très rentables. Là, c'est pas pareil. Ça peut être cool. Donc, bref, on suivra ça. Là-dessus, c'est juste que moi, le seul moment où je l'aime bien en termes de création, vraiment, c'est quand il fait sur du end-off, quoi. Oui. Enfin, oui. Tu vas me dire quel type de création c'est, mais bref, là-dessus il est bon. Et puis, comme on le répète tous les ans, mais on dit toujours ça avec Sam Feedwade, là, c'est qu'à un moment il faut prendre Bam pour ce que c'est Bam. C'est tout, c'est comme ça. Voilà. Exactement. On arrive en fin de podcast. Est-ce qu'il te reste des joueurs qu'on n'a pas encore abordé ou des stats que tu voulais évoquer en fin de podcast rapidement? Alors, je voulais juste dire que Drew Smith il fait quand même une très bonne saison dans son rôle. Ah ouais, enfin. Toujours compliqué. Le pauvre, en fait, il a une carrière compliquée, mais malgré tout, quand il est là, il est toujours bon. Et d'ailleurs, si tu prends le style percentage, etc., c'est le meilleur de la ligue. Puis là-dessus, il est très bon. Alors bon, scoring, il a toujours pas rentré ses shoots, donc il peut pas jouer plus. Mais malgré tout, super, quoi. Ça fait plaisir aussi pour lui. Il sort un peu la tête de l'eau. Et oui, parce qu'il faut le dire, moi je l'avais pris dans mes All Star Team il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans. Et sauf qu'ensuite, il fait une saison à 8 matchs. Et une autre saison l'an passé à 13 matchs. Il se blesse à cause de Cleveland, hein, c'est ça, c'est les trucs de Cleveland, là, les bancs parquet, là, bizarres. Le parquet qui est plus haut, en fait. Et donc là, 68 matchs, c'est quand même cool, hein, pour lui. Ouais, mais je crois qu'il se fait 2 fois le tendon, pas le tendon, le genou. Ouais, 2 fois j'allais dire tendon d'Achille, c'est pas tendon d'Achille, les croisés. Je crois qu'il se fait 2 fois les croisés, si je me trompe pas. Donc, déjà, le fait qu'il ait sa place, c'est déjà super pour lui. En plus, il est élite dans le côté défense. Petit point positif aussi, Pelle Larsson qui fait une très bonne saison. À voir l'année prochaine, vous allez voir, il va exploser, je pense. Vraiment, il va avoir un rôle fondamental dans l'équipe. Et puis, juste pour Pelle Larsson, hein, si tu me permets, tu parles de Pelle Larsson, 1800 minutes pour cette année. Moi, j'avais beaucoup aimé les flashs de l'an passé. Mais donc on était à 800 minutes à peine l'an passé, et donc là une vraie saison de titulaire, on peut dire, 54 titularisations sur 70 matchs, 1800 minutes. J'avais noté moi une stat qui était géniale, c'est le shooting foul percentage, à quel point il provoque des fautes pour une tentative de tir. Il est à plus de 17%, 17,5% de shooting foul percentage, 8e meilleur de NBA parmi les non big, parce que les pivots ont des standards un peu différents en termes de fautes évidemment. 8e meilleur de NBA, voilà, il est au niveau de Deni Avdia, de mecs comme ça, donc ça provoque pas mal de fautes, Pelle Larsson, et en plus moi j'aime bien le côté un peu touche à tout, tu vois, un peu de score, un peu de passe, et la défense aussi très bonne. Mais est-ce que tu as suivi aussi il y a un compte spécial dès qu'il se fait taper dans la tête, hein, c'est ça, ouais. Ouais, le running gag avec sa tête, j'allais le dire en plus. Ouais. Non mais c'est ça. En plus, c'est très drôle parce que ça lui arrive quand même très souvent. C'est ça qui est très drôle. Mais en même temps, ça fait partie du joueur. Il mettrait la tête ou toi tu mettrais pas le point. Et c'est ce qu'on fait qu'on l'aime aussi. Il lui manque un petit shoot, mais malgré tout, je pense que il va avoir un très grand rôle et ça va être le joueur de Miami qui fait un peu tout et qui va avoir un rôle énorme. Voilà, ça a été le cas cette année, ce sera le cas les années prochaines. Si le grand public s'en rend compte un peu maintenant, ça va venir. Vous allez voir, vous allez entendre parler de Pelle Larsson. C'est un très bon joueur, hein, franchement, de basket, quoi. On n'a pas parlé de Jaquez en détail. Qu'est-ce que tu avais des trucs à dire?
Non, Jacques, super saison, très bon dans le drive, 6e homme de l'année, deuxième pour ma premier dans mon cœur. Mais très 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 bonne saison, voilà. Mais il faut qu'il reste encore dans ce rôle-là. Il va nous manquer aussi, clairement. Moi, c'est un joueur que j'adorais, quoi. Donc voilà. Il a bien rebondi après une année un peu off en 2025 ou un peu en panne au shoot. Là, le shoot est revenu, et enfin même au panier, hein, tu vois. L'an passé, ça shootait pas bien au panier, donc là c'est revenu. Mais c'est un joueur, pour faire très court là-dessus. Pour nous, la deuxième année était plus bizarre que la première, parce qu'on voyait vraiment les côtés positifs et ils sont revenus, quoi, logiquement. Et puis Kelly Lower, peut-être un petit mot sur lui, qui est parti. Voilà, je sais que toi, tu comprenais pas trop. Nous, on pouvait comprendre dans le sens où effectivement, il y a un talent. Effectivement, il y a beaucoup de choses. C'est un diamant brut encore. Très bon rebondeur, très bon contreur, capable de shooter extérieur. Mais malgré tout, encore des très grosses lacunes de jeunesse. Et c'est ce qui faisait qu'il se prenait autant la tête à Expo. C'est que tu vois le potentiel, mais je suis désolé, hein, c'est un peu méchant ce que je dis, mais c'est un joueur qui est un peu bête. Et moi, il me fait penser, c'est pas du tout le même profil, mais il me fait penser à Hassan Whiteside à l'époque. Non, moi ce qui je trouve ça étonnant, c'est que le traitement de Ware me semblait un peu sévère par rapport à ce qu'on voyait justement. Tu vois, quand tu me dis Whiteside à l'époque, que Spoelstra critique ouvertement, publiquement Whiteside, bon, je dis oui, je comprends, il le mérite. Mais que Spoelstra, dès la fin de la première année, alors qu'il avait un pivot de 20 ans qui faisait faire une bonne saison rookie et qui, bon, pas parfaite, hein. Non, c'est ce côté-là où j'ai toujours trouvé que, je sais pas pourquoi, c'était un peu sévère par rapport à lui. C'est pas critiquer un joueur de 28 ans qui était un peu bête et voilà, mais donc moi c'est ça qui m'a toujours étonné. Et après je ne connais pas l'intérieur. Je sais pas à quel point lui aussi était pas top à l'intérieur, quoi. Mais en fait, je pense que je suis d'accord avec toi, mais sans vouloir le justifier, parce que Spoelstra, il a été un peu pas moyen cette année, parce que ça reste un des meilleurs coachs de la ligue, mais voilà, on a vu quand même des défauts cette année. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il a été trop dur avec Kelly Ware, mais je pense aussi que c'est dû au fait il peut être tellement fort, il peut être tellement important dans une équipe, il a un profil quand même hyper intéressant. Et je pense que là où Spo il était dur avec lui, c'est qu'il fait des erreurs bêtes qu'il ne devrait pas faire et qu'il est capable de ne pas faire, et que c'était un peu le côté papa sévère, méchant. Je vais te sanctionner parce que tu fais. Je pense que ça a été un peu une erreur, parce qu'a priori, il lui faudrait plutôt quelque chose de différent. Tu vois, de plus, un peu plus papa poule, un truc comme ça, j'ai l'impression. Parce que si demain tu me dis que Kelly Lower il explose à Milwaukee, je serais pas surpris en fait, parce que c'est un gars qui est hyper talentueux, mais je pense qu'il manque vraiment d'intelligence, un peu de jeu, donc ça va pas marcher. Ça va pas marcher, comme on en parlait avec Jovic, peut-être qu'avec le coach ça marche pas non plus, mais c'est dommage parce qu'on y croyait, que le profil il nous aurait été tellement, ça aurait été tellement super, quoi. Ouais, et tu vois, juste pour dire aussi, après, il y a des types de personnalités, hein. Il y en a qui répondent bien à la critique, d'autres non, et bon, la situation c'est un peu envenimée, mais voilà, comme dit, moi c'est un peu le truc surprenant de, oui, il est pas parfait, mais pourquoi le critiquer autant, et pourquoi dans les médias, et c'est un peu étonnant. Non, j'ai fait un petit filtrage aussi, moi, alors, il défend pas mal le panier, c'est pas parfait, mais il inflige une perte d'efficacité de moins 5% au panier. Bon, on est loin des moins 10, moins 13 des tout meilleurs de NBA, mais bon, c'est pas mal. Mais il y a quelque chose. Voilà, il y a quelque chose. Et puis surtout, l'autre filtrage que j'avais fait, c'est minimum 1500 minutes, minimum 2,2% de block percentage, comme lui, il a 2,3, et minimum 1,5% de steal percentage, comme lui, il a 1,5. Donc à la fois steal et bloc, hein, ce qui n'est pas toujours le cas des pivots. Il y a deux noms. Il y a Kelly Ware et l'autre c'est Victor. Ouais. Je connais pas trop, mais. C'est un petit jeune, il faut surveiller ça. Ben voilà. C'est un peu une stat prétexte, non, mais c'est pour dire à quel point. En fait, moi, je trouve qu'il est moins vertical que ce qu'on pense, moins catch and finish, même moins drop défensif et protection de panier d'élite. Mais il y a un côté, je trouve, assez intelligent dans son jeu, en tout cas par moment, où de bonnes lectures de trajectoire de passe et des bonnes mains. Alors après, intelligence hors des terrains ou tout ça, je sais pas, ça je te fais confiance. Mais sur le terrain, il a l'air il est pas perdu, quoi. Tu vois, le steal percentage. Je fais pas de conclusion, je le connais pas personnellement, mais c'est l'impression que j'ai. Mais bon, un peu un échec malheureusement. On pensait que ça pourrait faire un top joueur. Bon, ça n'a pas trop été le cas. Et je crois même qu'il perd un peu sa place de titulaire, non, en cours d'année. Il commence titulaire et il perd un peu sa place. Ouais, après, ça a été aussi un peu. Tu vas être titulaire, après tu vas revenir sur le banc, après tu vas revenir titulaire, après tu vas revenir sur le banc. Ça dépendait des passages, des moments, etc. Je pense que ça pouvait marcher. Spo, il a pas mal testé Bam et Ware ensemble. Et c'était plutôt positif sur plein de séquences. Mais en fait, la variable là-dedans, c'est juste que c'est quand Bam est là qu'on est bon. Parce que les moments où Bam est pas là et que Ware est là, on n'est pas très bon non plus, tu vois. Donc, même défensivement, on n'était pas bon du tout.
C'est juste que l'an passé, on s'était quitté avec un Callaware qui gagne sa place de titulaire et que là, ça a été un peu l'inverse, quoi. Donc bon, un peu dommage. On verra Milwaukee, en effet. Et dernier nom, alors on va pas non plus y passer 3 heures, mais parce qu'il fallait quand même en parler, c'est le rookie Carapuce Yakusonis, qui a pas joué des tonnes, hein, mais qui a été top à 3 points cette année notamment, et le passing aussi. Je pense qu'on a peut-être pas assez vu, mais lui pour le coup, il paraît que c'est quand même un grand porteur de balle de pick and roll. C'est peut-être pas le bon contexte pour le voir, ce pick and roll cette année. Mais voilà, après, c'est des mecs que t'as été obligé de mettre pour Giannis. Et puis en général, déjà t'as pas le choix. On aurait adoré le garder. D'ailleurs, on a essayé de le garder, hein, mais Milwaukee voulait pas lâcher. Mais c'est des jeunes. De toute façon, chez nous, en général, les jeunes ils jouent pas trop non plus. Donc c'est rien de surprenant là-dedans. C'est pas qu'il était pas bon, c'est qu'il était jeune et que chez nous il y a pas tant de place pour eux. Mais ça va être un très bon joueur de NBA. Hein. Je suis pas sûr que ça devienne un leader, une option A, B, mais ça va être un role player, un joueur de rotation très bon, passeur, shooter. Voilà, un gars, tu sais, genre un peu, je sais pas si je lui dis une grosse bêtise ou quoi, mais des fois il m'a fait penser un peu à un Nando De Colo, tu vois, qui a, lui, pas forcément réussi à NBA, mais dans le gars polyvalent offensif, qui peut avoir sa place, je pense que... Bon, on suivra ça, c'était un top talent aussi de la draft 2025, on verra ça. En tout cas, on arrive au bout, et je te remercie beaucoup, Simon, d'être passé pour ce bilan 2026. Merci à toi pour l'invite. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et donc voilà, pour encore un bilan, et petit à petit le niveau monte, on va dire, entre les jours passent et le niveau des équipes décortiquées monte, bien entendu, c'est à peu près normal. Donc c'est vrai que le Miami, on les attend beaucoup plus fort l'an prochain, mais cette saison 2026 a été assez bizarre, parce qu'il y a un côté très décevant pour les fans de Miami, et pour le niveau de jeu qui n'a pas été fabuleux, mais en effet, c'est vrai que je trouve que tactiquement, peut-être qu'on ne pensera pas à ce Miami Heat si la révolution de l'attaque sans écran se poursuit, parce qu'ils n'ont pas été assez forts, et qu'en général les révolutions ça passe par des équipes fortes qui imposent des nouveaux trucs, mais ça aurait peut-être été un des précurseurs. On verra bien comment ça peut se confirmer l'an prochain avec Giannis, hein. D'ailleurs ça pourrait être hyper intéressant évidemment. Et donc voici pour aujourd'hui, donc on se retrouve demain pour un prochain bilan, et demain ça va être le bilan des Los Angeles Clippers. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci à Simon d'être passé sur Basket Lab. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.